Salut à tous et bienvenue sur Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens, coach et investisseur. Ancien chef d'entreprise, piégé dans la rat race, j'ai changé de vie pour retrouver du temps, profiter de ma famille, voyager et exercer une activité pleine de sens. Grâce à mes investissements, j'ai atteint l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast. Parce que si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la vraie liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas aussi à l'être dans sa tête. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des livres, du coaching, des voyages entre investisseurs ainsi que des programmes de formation pour vous permettre d'accélérer votre chemin vers la liberté. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Gérald, Elian, David, Julien et Lionel. Il y a peu de monde cette semaine parce que c'est les vacances scolaires et j'en profite, je pars. Donc j'ai enregistré ce podcast très peu de temps après la sortie du dernier. Mais vous allez voir, j'ai eu pas mal de questions quand même. Nous sommes 6200 sur YouTube, ça monte. Il y a eu quelques vidéos qui ont bien fonctionné, on va en parler dans les news. Donc bienvenue à tous les nouveaux. Et nous sommes à 512 notes sur Apple Podcast. Merci à tous ceux qui m'ont mis une note 5 étoiles, 5 notes de plus cette semaine en peu de temps. Donc merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est toujours de le faire sur Instagram, sur mon seul et unique compte Une vie de liberté, avec la petite étoile bleue. J'essaye de vous partager du contenu le plus régulièrement possible sur Insta, un peu de contenu plus instantané, justement. Et si vous voulez me contacter, c'est là que c'est le plus facile de le faire. Je vous propose qu'on passe sans transition à la rubrique news. Et cette semaine, c'est un peu particulier puisque j'enregistre ce podcast quelques jours après la dernière parenthèse indépendance. On a fait ça sur 3 jours et c'était effectivement la dernière fois. Voilà, donc c'était plein d'émotions. Ça a été un coaching incroyable. Ça a été merveilleux. C'était la 8e édition. Donc on prenait en moyenne, on a eu, on va dire en moyenne, une quinzaine de participants. Donc ça fait en tout 120 participants, c'est ça, qui sont venus nous rejoindre sur ce coaching. Et à chaque fois, c'est ceux qui ont participé à la parenthèse le savent. Et voilà, il y a une partie business, une partie entrepreneuriat, surtout une partie investissement, mais aussi une partie développement personnel et PNL qui touche aussi beaucoup de monde. Et c'est ce qui fait que ce coaching, il est tellement intense. On prend aussi les couples, il y a plein de gens qui viennent en couple. Et cette dernière édition n'y a pas fait exception. C'était tout simplement exceptionnel. Je remercie tous nos participants, ceux qui écoutent ce podcast, puisqu'on a eu une dernière édition en apothéose. Alors, on avait un peu poussé les murs cette fois-ci, comme c'était la dernière fois. On a pris 21 personnes et on s'en est bien sorti. C'est pas parti en sucette dans tous les sens. Ça me faisait peur avec les timings parce que c'est un programme sur 3 jours qui est très chargé. Mais voilà, donc on a arrêté la parenthèse au top. Je remercie tous nos participants qui ont fait que cette dernière édition, elle a été exceptionnelle. Alors, je ne veux pas dire que c'est la plus belle parce qu'elles sont toutes particulières, mais voilà, symboliquement, comme c'était la dernière, c'était juste encore plus fou. Et bien entendu, on réfléchit à la suite. Nous, on aime bien arrêter les séminaires quand ils sont au top. C'est pour ça qu'on ne fait plus le séminaire MMA, par exemple, parce que ça marchait bien, mais on a voulu essayer de nouvelles choses. Et la parenthèse aussi, ça marchait bien. Après, c'est quelque chose qui est tellement prenant pour ceux qui l'ont vécu que la première année, on en a fait 4 dans l'année. C'était fou. La deuxième, on en a fait que 3. Et ensuite, plus qu'une seule par an. Parce que si on veut faire ce genre de choses comme il faut, ça demande une telle implication émotionnelle, d'énergie, que ce n'est pas quelque chose qu'on peut industrialiser. Mais on réfléchit à un autre format pour remplacer cette parenthèse. Un autre format, peut-être avec du suivi. Enfin, voilà. Stay tuned, comme on dit, parce qu'il y aura des choses qui arriveront. Et justement, ça me permet de vous parler dans ces news. Je vous tiens aussi au courant de ce qui se passe dans ma vie, de comment je vis les choses. Et ça me permet, cette parenthèse, de clôturer aussi cette grosse période de rentrée sur septembre-octobre avec ce séminaire. C'est vrai que cette année, ça a été complètement dingue. On a attaqué par le Mastermind Trail et il y a eu des événements tous les 15 jours. Il y a d'abord eu donc le trail, ensuite le séminaire moto des gentlemen investisseurs, ensuite on a eu Race and Business et maintenant la parenthèse indépendance. Et donc dans les mois qui arrivent, il y aura, je vous en parlerai, il y a beaucoup moins d'événements, j'ai un événement par mois
seulement 2 jours, juste à côté de la maison. Mais là, voilà, ça me demandait de partir un petit peu plus loin à chaque fois. Et justement, ça va me permettre, puisque j'ai quasiment plus d'événements en novembre, décembre, janvier, février, de pouvoir avoir 4 mois beaucoup plus cool, surtout que j'ai ponctué cette rentrée septembre-octobre, on va dire juillet, août, septembre, octobre, de la préparation de la formation arbitrage de patrimoine, dont je vais vous parler maintenant. Mais voilà, en tout cas, je vais pouvoir me concentrer sur le démarrage de cette formation et après sur profiter un peu. Et j'aime aussi bien ça. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait une retraite studieuse avec Yann. On était parti enregistrer 2 formations au mois de octobre ou novembre, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était plutôt octobre. Et on avait fait cette retraite studieuse. On était partis une semaine tous les deux. J'en avais même fait un podcast, pardon. Et donc cette année, il n'y aura pas de retraite studieuse, puisque ça a été 2 mois bien intenses. Mais voilà, j'aime bien cette alternance de temps où on va beaucoup plus travailler et après de périodes un peu plus contemplatives. Et là, dans mon agenda, j'ai vraiment pas prévu grand-chose, à part ces quelques séminaires dont on va parler, mais qui sont que sur 2 jours. C'est 2 jours dans tout le mois. Le reste du temps, ça va être plutôt du temps consacré aux marchands de biens, au podcast aussi bien entendu, et à la slow life. Et ça va faire du bien, franchement. Et donc je vous le disais, ces mois, ils ont été ponctués de ma mise à plat et ma réalisation de la formation arbitrage de patrimoine. Et ça y est, hein, elle est là. J'en suis très fier. J'ai encore pu la mettre justement en œuvre à la parenthèse, puisque c'est une partie de l'atelier que je donne à la parenthèse. Alors, la formation dure 8 heures, quasiment 8 heures. Hein. Je n'ai pas fait le compte exact, mais j'avais 9 heures de rush. Donc, avec ce que j'ai enlevé, il faut que je refasse le compte d'ailleurs, puisque j'enregistre ce podcast un peu avant la sortie. Mais on est entre 7h30 et 8 heures de formation. Donc mon atelier à la parenthèse dure 5 heures, donc je ne peux pas tout donner, bien entendu, j'en donne le maximum, et après c'est surtout du coaching qui est personnalisé, on fait du cas par cas. Là, dans la formation, on traite tous les cas pour que vous puissiez, peu importe le cas où vous êtes, passer vos biens immobiliers, votre patrimoine au tamis un petit peu, et vous ouvrir toutes les perceptions de ce que vous pouvez faire avec votre patrimoine. Et ça y est, voilà, on y est. Donc, je disais, ces derniers mois, ils ont été ponctués de toute ma réalisation de cette formation. Tout le mois d'août, j'ai fait tout le script, j'ai tourné en septembre, j'ai tourné en octobre. On a terminé les montages et la réalisation de la formation et aussi la page de vente, hein, parce que même si vous me faites confiance, on est obligé de faire une page de vente qui fait honneur au produit. Ça, on ne peut pas y couper. Et voilà, donc ça fait du boulot jusque-là, mais ça y est, cette formation que je porte tout seul, pour le coup, celle-ci, j'en suis très fier. Ça synthétise vraiment tout ce que j'ai en tête depuis des années à ce sujet-là, et je suis heureux d'avoir pu le mettre à plat. Je ne vous promets pas de refaire une formation solo de sitôt, parce que surtout de cette ampleur, je veux dire. Je ne m'étais pas rendu compte de la tâche dans laquelle je me lançais. Mais en tout cas, voilà, ça y est, elle est prête. Donc, elle sort ce vendredi 7 novembre pour le podcast privé DGI à moins 30%. Donc là, si vous écoutez le podcast à sa sortie lundi, si vous êtes abonné au podcast privé des Gentlemen Investisseurs, vous avez tout sur le Patreon. Ça vous explique tout. Elle sera à moins 30% pendant toute une semaine. Et sinon, pour tout le monde, pour ceux qui ne sont pas abonnés au podcast privé des Gentlemen Investisseurs, elle sort le vendredi 14 novembre à moins 20% et pendant une semaine, jusqu'à un petit peu plus d'une semaine, jusqu'à la fin du week-end prochain. Et voilà, vous trouverez tous les liens dans la description de ce podcast et puis sur mon Instagram. Je vous remettrai tous les liens partout. Bien sûr, tous ceux qui sont inscrits à la liste email, je vous enverrai les mails. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère que ça aidera beaucoup d'investisseurs. C'est une formation qui, pour moi, est unique sur ma vision des choses, sur ce que j'ai fait. Je pense qu'il y a J'ai jamais vu quelque chose comme ça en France qui réunit vraiment l'arbitrage, une phase d'immobilier, puis un arbitrage et un réinvestissement en financier qui non seulement l'a conceptualisé, mais qui l'a fait dans son propre patrimoine et qui le vit aujourd'hui. Et c'est ça qui m'amène cette vraie liberté. C'est ce dont je parlais, je l'ai expliqué aussi à la parenthèse, mais j'ai calculé que sur ces 5 dernières années, mes plus-values boursières avaient représenté chaque mois, si je le lisse sur 5 ans, une somme à 5 chiffres. Donc, et ça, c'est suite à des années d'investissement. Hein, comme je le dis, j'ai 43 ans, donc ça fait quelques années que j'investis, mais d'investissement, de réarbitrage, et surtout une somme à 5 chiffres qui rentre
de façon passive et qui me permet de me libérer du temps pour mes nouveaux investissements immobiliers, pour ces podcasts que je suis en train de faire avec vous, pour des coachings comme la parenthèse indépendance, et qui permet, à mon sens en tout cas, je ne m'appelle pas une vie de liberté pour rien, de vivre cette réelle vie de liberté. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, maintenant, j'ai fait mon travail et c'est dans vos mains. Donc merci à tous ceux qui me feront confiance. Je continue dans ces news. Je voudrais dire bienvenue aussi sur la chaîne à tous les nouveaux qui sont venus suite au podcast avec Enzo. Voilà, donc il y a eu le podcast avec Enzo sur ma chaîne. Il y a eu le match retour sur la chaîne d'Enzo où je vous parle pour la première fois un peu plus de ma spiritualité. Ça fait des mois et des mois que vous me le réclamez sur Une vie de liberté. Ça viendra en son temps. Voilà. Pour l'instant, quand je veux le faire, c'est pas encore assez fluide. Donc ça s'est fait chez Enzo. Voilà, comme ça, en tout cas dans ses bureaux, mais sur le podcast d'Enzo. Et au moins, ça garde de la spontanéité. Donc, vous pourrez aller le voir sur la chaîne d'Enzo. Et bienvenue à tous les nouveaux qui m'ont découvert sur la chaîne d'Enzo. Et puis bienvenue aussi à tous les nouveaux qui m'ont découvert suite à la vidéo de la Ferrari qui a vraiment cartonné. Alors, c'est pas au niveau de la vidéo de la Porsche que j'avais fait il y a 3 ans maintenant, parce que je sais que ces vidéos-là, elles amènent aussi du monde qui vient pour les voitures au départ. Mais sur ces gens-là, il y a toujours 10% des gens peut-être qui sont intéressés aussi par l'investissement et qui restent sur la chaîne. Et donc, je suis très content de ça. Donc, bienvenue à tous les nouveaux. On a pris plus de 200 abonnés en un mois, ce qui n'arrive pas sur ma chaîne YouTube récemment. C'est beaucoup moins que ça. On est plutôt autour de 70 abonnés par mois. Donc, et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Voilà, je ne demande pas à ce que ça pète plus. Je suis très heureux comme c'est. Mais donc, bienvenue à tous les nouveaux. Et puis, je vous fais 3 petites annonces. Le coaching intensif Nouveau Départ, donc ça sera un de mes événements, le seul de novembre, les 20 et 21 novembre, c'est complet. Donc je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance. Et il y a une nouvelle date qui est déjà ouverte, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube Nouveau Départ, les 25 et 26 juin. On fait que 2 sessions par an. Donc voilà, si ça vous dit, ne traînez pas trop. Le Mastermind Marchand de Biens, qui sera mon seul événement de décembre, les 11 et 12 décembre, dans ces bureaux, ici, chez nous. Il ne nous reste plus que 5 places. On prendra 20 personnes et il y a 15 places qui sont parties déjà. Donc voilà, plus que 5 places. Si vous avez envie de venir bosser avec Ben et moi dans notre environnement, je ne dis pas d'y jouer au golf, pour ceux qui... Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est là où des fois il faut être sur Instagram. L'autre jour, on avait pas mal d'offres à faire. On avait beaucoup visité, donc on était au bureau pour faire des offres et passer des coups de fil. Et entre-temps, on s'était fait un parcours de golf, ce qu'on a un mini-golf en haut. Enfin, c'est assez marrant. Donc voilà, on pourra jouer au golf aussi si vous voulez. Mais on va surtout travailler. Donc c'est les 11 et 12 décembre. Et puis la dernière chose dont je vais vous parler, c'est mon seul événement de janvier, pour le coup. Ce sera le Mastermind Entrepreneuriat qui aura a priori aussi lieu dans ces bureaux. C'est les 29 et 30 janvier. Donc, on refait une session comme l'année dernière. Il y aura 70% du contenu qui sera le même que celui de l'an dernier. Donc, ça s'adresse essentiellement aux nouveaux, à tous ceux qui n'avaient pas eu leur place l'année dernière. Et 30% du contenu qui sera nouveau. On va parler aussi d'IA cette année, au service de l'entrepreneuriat. J'en dis pas plus, mais ça va être exceptionnel, ce séminaire. On mettra les places en vente en décembre. Donc, voilà, restez bien... Save the date, comme on dit, et stay tuned. Donc voilà. Et j'en ai fini avec les news. Merci à vous tous pour tout ça. Enfin, en tout cas, ces 2 mois fantastiques que j'ai vécu en septembre et en octobre. Je remercie encore une fois tous les participants qui étaient là sur ces séminaires parce que je vis une belle vie et je vous en suis reconnaissant. Retour sur le podcast des 10 leçons sur la division foncière. Donc merci à tous pour vos messages sur YouTube. Et vous n'avez pas eu beaucoup de temps en fait pour m'envoyer des messages puisque j'enregistre ce podcast seulement quelques jours après la sortie, puisque au moment où vous écoutez ce podcast, c'est les vacances, les vacances scolaires seront terminées. Et j'aurais pris 1 semaine de vacances. Donc voilà, j'enregistre ce podcast un petit peu avant. Mais ça va aussi, on va prendre un message du podcast que j'ai eu, mais ça va me permettre aussi de répondre à pas mal de questions hyper intéressantes que j'ai eues sur Spotify pour le coup. Je ne vais jamais voir les messages sur Spotify alors que c'est une énorme partie des écoutes du podcast. Je réponds toujours aux messages sur YouTube. Il faut savoir que YouTube, c'est à peine 10% des écoutes du podcast. 90% se font sur les plateformes de podcast et je me prends la tête à me filmer alors que je prenais, je vais pas dire que je prenais plus de plaisir parce que je prends autant de plaisir sur ces podcasts, mais
je vous promets qu'avoir une caméra braquée sur vous à 40, je sais pas combien elle est la caméra là, 80 cm, c'est pas aussi naturel, en tout cas au départ, que d'avoir juste mon enregistreur de podcast et se ficher des lights et tout, se mettre juste à son bureau avec son micro. J'avais plus de plaisir instantané, on va dire, quand je le faisais sans me filmer. Mais aujourd'hui, c'est le jeu et si je veux que le podcast soit connu, diffusé, les gens aiment mettre une tête dessus et c'est important maintenant de se filmer. Quand on fait des podcasts, c'est la nouvelle norme. Donc, j'ai toujours 3-4 minutes où c'est inconfortable au départ, où c'est pas pratique. Mais voilà, après je le fais. Et donc, je vais raccrocher les wagons. On va prendre le temps quand même cette semaine. Je vais sur Spotify et je vois que sur Spotify, j'ai énormément de messages que je ne vois jamais. Il y a plein de gens qui commentent sur Spotify. Donc déjà, merci à tous. Et en plus, il faut que je valide manuellement les messages. Donc c'est toujours bienveillant, mais en tout cas, c'est calibré comme ça. Et donc, j'ai trouvé des questions intéressantes, dont la question de Tilio, à laquelle on va répondre. Et Tilio, il revenait sur un des derniers podcasts, je crois que c'était les commentaires sur Légende. Et il me dit « Bonjour Tony, je suis très content de dire que pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. » Entre parenthèses, c'est rare. Tilio, il a peur de se faire défoncer, il met des cœurs à côté. Je pense que la transparence salariale promeut un bon mindset. Si Georges gagne plus que Jacques, Jacques peut demander à son patron qu'est-ce qu'il peut faire pour gagner autant que Georges. Et si le patron lui répond « Georges crée de la valeur en faisant ça et ça et ça », si tu sais que tu le fais aussi, tu pourras obtenir les mêmes conditions. Et si la réponse est tu comprends, Georges, c'est le parrain de mon fils, alors go poser son CV ailleurs. Donc voilà. Donc merci déjà à Tilio pour ton message. Alors, j'ai peut-être une vision tronquée sur ces choses-là pour te répondre parce que ça fait très longtemps que je suis plus salarié. Le peu de fois où j'ai été salarié dans ma vie, c'était dans mes jobs étudiants où j'avais toujours cette habitude en vacances scolaires d'aller bosser à l'usine. Je me mettais en intérim et je faisais 1 semaine ou 2 semaines d'usine pour entre 220 et 250 euros la semaine. Voilà, c'était 220 euros des années 2000, 2005, 2006, 2007. Mais quand même, quoi, si on met ça en relation avec aujourd'hui, ça me paraît un peu fou. Mais en tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses de faire ces métiers-là. Et ensuite, j'ai été salarié 7 mois quand j'ai attaqué le monde du travail. J'étais un peu salarié en Écosse, mais c'était différent quand j'ai bossé en Écosse. J'étais vraiment à la cool. Mais peut-être que je suis trop étranger au monde de l'entreprise pour me dire que ça, c'est une bonne idée. Mais si j'étais encore salarié aujourd'hui, je voudrais que mon salaire reflète mon propre travail, mon mérite, qu'il soit négocié dans l'intimité du bureau avec mes N+1. Mais si moi, je suis allé au charbon pour faire mieux pour moi, j'ai pas envie d'ouvrir une brèche pour tous les copains et devoir me justifier sur ce que je fais, sur pourquoi j'ai cette valeur-là. Donc, peut-être que j'ai tort, par contre. Je dis pas que j'ai raison, hein. Mais en tout cas, pour moi, j'ai toujours des réticences avec ça. Et on en parlera dans le sujet de la semaine, hein, de ce tabou de l'argent, où, tu vois, par exemple... J'en ai parlé avec certains participants de la parenthèse indépendance qui me demandaient mon patrimoine. Et il y a quelques années, en parenthèse ou en séminaire, j'étais très transparent là-dessus. Et j'ai eu des surprises dans la vraie vie, puisque voilà, j'ai peut-être des participants qui sont du bout de la France, mais on est toujours à 5 personnes de gens qu'on connaît. Et c'est revenu par effet de ricochet autour de moi, alors que je pensais que ce qui est à la parenthèse reste à la parenthèse. Et je pouvais faire confiance à certains participants pour... Voilà, que ce soit... C'est plus par pudeur, en fait, pour des gens qui sont autour de moi et qui ne sont pas dans le business, dans l'investissement et qui n'ont pas demandé à savoir ça et qui ne m'ont jamais posé la question et à qui ça revient aux oreilles. Donc aujourd'hui, je suis plutôt discret et on parlera justement de ce tabou de l'argent et dans une France qui vire par certains aspects au communisme, peut-être qu'il faut être... aussi moins transparent sur certains aspects. Je sais pas, je parle déjà beaucoup d'argent, tu vois, et dans les podcasts, je me livre énormément et je garde une partie pour moi, ce qui me paraît logique, hein, de ne pas non plus tout dire. Donc, est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Dites-le moi en commentaire, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ça peut faire naître un débat, on pourrait même faire un podcast là-dessus. Moi, ça me permettrait de creuser le sujet et d'affiner mon avis là-dessus. Ça pourrait être même vraiment intéressant sur... J'ai déjà fait un vlog sur Vivons heureux, vivons cachés.
j'ai pas envie de me cacher au sens où si mes finances me permettent d'avoir une Porsche et que ça me passionne et que j'ai envie de rouler avec, j'ai pas envie de me cacher. Et d'ailleurs, je fais une grosse dédicace au Crew Cars 42 et à Quentin, avec qui je suis parti rouler toute une après-midi et j'ai passé un moment merveilleux à vivre la passion automobile avec plein de passionnés. C'était génial. Donc, un gros coucou à vous tous et un gros coucou à Quentin. Je te salue, mon pote. Donc voilà. Et Quentin, qui était un ancien participant de la parenthèse indépendance et qui a un de mes biens Airbnb en conciergerie d'ailleurs. Comme quoi, on fait du business en famille. Donc, je suis en train d'ouvrir des parenthèses dans les parenthèses. Et tout ça pour dire que j'ai pas envie de me cacher. J'arrive à raccrocher en plus. J'ai pas envie de me cacher au sens où si je peux rouler en Porsche ou en Ferrari, je veux pas me cacher. Par contre, de là à afficher mon patrimoine sur mon front, un peu comme dans le film, c'est pas Limitless dans Time Out avec Justin Timberlake, où ton argent en fait, est ton temps de vie. Les gens s'arrêtent de vieillir à 25 ans. Si vous voulez mater ce film, c'est une belle réflexion sur l'argent, Time Out. Et en fait, ils ont du temps sur leurs bras. Et on voit leur richesse avec leur temps, avec le temps qu'ils peuvent vivre sur Terre. Et on échange son temps contre des biens, contre des biens de luxe, contre des maisons. Donc c'est assez intéressant comme film. Et là, ça y est, je suis en train de les déraccrocher mes wagons. Non, mais je plaisante. Mais du coup, j'ai pas envie d'être transparent à ce point, d'avoir affiché mon patrimoine sur mon front non plus, ou sur mon bras. Et donc, ce que je reproche, c'est pas ça, c'est pas d'être transparent sur ce qu'on gagne, mais c'est aussi peut-être plutôt l'autre partie du mindset de se comparer aux autres au lieu de le faire pour soi. Si tu n'es pas satisfait de ton salaire, ça ne doit pas être parce que Georges gagne plus que toi. Ça doit juste être parce que tu estimes que ton salaire ne reflète pas ta valeur. Peu importe ce que l'autre gagne, toi, va défendre ton bout de gras, va défendre ton beefsteak pour augmenter ta propre valeur. Et peu importe finalement ce que gagnent les autres. Parce que je t'assure que pour avoir été dans l'autre position du chef d'entreprise, à l'époque, et avec un tout autre mindset, et j'étais une toute autre personne. Mais pour moi, un salarié qui ne savait pas se vendre et qui ne venait pas me voir pour avoir une augmentation, il y avait des augmentations de temps en temps, mais de mon fait, je n'allais pas le passer à l'époque de 12 à 15 euros spontanément. J'attendais qu'ils viennent me voir. Et peut-être que c'est discutable. Aujourd'hui, je pense que je serais un tout autre manager, mais bon, j'ai choisi de plus du tout avoir de salariés et ça me va très bien comme ça. Je ne m'appelle pas une vie de liberté pour rien, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de managers qui raisonnent encore comme ça, où si le salarié ne vient pas le voir, n'apprend pas à se vendre, à mettre en avant ses compétences, ma foi, il ne va pas être augmenté, quoi. Donc, et je ne veux pas qu'on soit dans l'assistanat de chacun de dire oui, mais c'est dégueulasse pour celui qui ne sait pas se vendre. En fait, c'est maintenir les gens là-dedans, de le faire. Et c'est encore de l'assistanat. Et c'est encore une vision de oui, un peu gaucho, quoi. Donc, je préfère qu'on encourage les gens à s'améliorer en permanence, à améliorer leurs compétences, à vouloir se dépasser, à apprendre à mettre en avant qui ils sont pour être augmentés, plutôt que de se comparer avec le voisin. Et d'ailleurs, je finirai en citant Lagerfeld, on l'avait déjà cité dans le podcast plusieurs fois, mais Karl Lagerfeld disait « Le talent naît là où cesse la comparaison ». Donc, je pense que il ne faut se comparer qu'à soi-même du passé, à mon avis, pour continuer d'avancer. Et on va prendre un message de Marie. Marie, c'est un message que j'avais noté, que j'avais gardé de côté pour un épisode d'Allo Tonton, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Elle revenait sur un épisode qui a 3 mois, où j'avais dû parler de la bourse, je pense. Je crois que c'était peut-être des conseils de Warren Buffett, je ne sais plus exactement. Mais Marie, en tout cas, qui me dit « Salut, merci pour cet épisode très intéressant. Comme toi, j'aimerais créer un permanent portfolio sur une assurance vie. Mais en regardant l'assurance vie apparemment la plus complète en ETF disponible, Lynxea Spirit 2, je ne trouve aucun ETF obligataire ou quelque chose d'équivalent. J'ai du mal aussi à trouver des ETF. Or, dans les actions, je ne trouve pas le MSCI World. Alors ma question... chez qui est ton assurance vie, s'il te plaît? Un grand merci d'avance, j'ai passé mon après-midi à galérer. » Donc Marie, l'assurance vie, où j'avais fait un permanent portfolio à l'époque, c'était l'assurance vie d'Argeling de Swiss Life. Donc c'est un contrat que tu peux souscrire qu'en ligne, chez Placement Direct. Et sur cette assurance vie, il y a un choix qui est pléthorique d'ETF, il y en a vraiment beaucoup. Donc pour répondre à tes questions, Lynxea Spirit 2, moi, j'ai cette assurance vie, mais je l'avais ouverte à l'époque. J'ai presque plus rien dessus et j'ai essentiellement de l'ETF Nasdaq, si je ne te dis pas de bêtises. Pour les ETF obligataires, sur Swiss Life de Darjeeling, il y a un ETF obligataire américain. Il n'y a pas d'ETF or à proprement parler, mais il y a un ETF sur les sociétés minières d'or
qui est à peu près corrélé à l'or. Il y a un indice monde, il y a un MSCI World. Mais voilà, mais en tout cas, pour répondre à ta question, j'en suis beaucoup revenu du permanent portfolio. J'en fais plus aujourd'hui. Alors, tu me diras, l'or, il s'est tellement bien comporté ces 3 dernières années. Il a explosé et ça aurait peut-être été un bon choix d'avoir un quart d'or dans ma poche, dans mon assurance vie permanent portfolio. J'en suis revenu pour plusieurs raisons. Ça m'ennuie d'avoir qu'un quart en action. Aujourd'hui, ça m'ennuierait en tout cas d'avoir qu'un quart en action de mon patrimoine si je le mettais à l'échelle de mon patrimoine financier. La poche de cash, j'ai vraiment du mal avec la poche de cash parce qu'elle est par essence inflationniste, elle se fait défoncer en permanence. Parfois, elle peut nous servir à réinvestir et à rééquilibrer, mais surtout ces dernières années, avec l'inflation qu'on a eue, je trouve que c'est tellement dommage de rester cash à 25%. Mais une fois de plus, ce n'est que mon avis. Et d'ailleurs, dans la nouvelle formation bourse, je parle du permanent portfolio et je reviens aussi dessus dans Bourse Exponentielle. J'explique que je suis revenu un petit peu là-dessus. Voilà. Et surtout les obligations, pareil, elles ont été elles aussi savatées à un moment. Donc, ce qu'on pourrait faire à la rigueur dans une assurance vie comme Swiss Life de Darjeeling, c'est remplacer la partie obligataire par du fonds euro. Mais parce que c'est en quelque sorte des obligations d'État et il n'y a pas de risque de perte en capital. Mais à ce moment-là, tant qu'à faire, autant remplacer la poche de cash par l'ETF obligataire, enfin le fonds en euros. Mais à ce moment-là, on se retrouve avec une assurance vie qui est un quart action US ou monde, un quart or et à moitié fonds euro. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En tout cas, moi, je n'aurais pas envie d'avoir la moitié de mon patrimoine financier sur du fonds euro ou équivalent et seulement un quart en actions. Donc, j'en suis un peu revenu du permanent portfolio. Je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que ça ne performe pas dans le temps, mais ça demande d'avoir ces arbitrages réguliers. Alors, au sein d'une assurance vie, au moins, les arbitrages sont gratuits sur Swiss Life. Tant qu'on arbitre au sein de l'assurance vie, qu'on ne sort pas l'argent, on ne paye pas d'impôts. Donc, ça réduit quand même les frais, on va dire. Mais par contre, ça demande toujours d'avoir un regard pour aller arbitrer l'assurance vie. Et aujourd'hui, je suis revenu à beaucoup plus de simplicité et je préfère investir sur un ETF SP500 et après équilibrer mon patrimoine différemment entre les différentes classes d'actifs, entre l'immobilier, les actions, la crypto, l'or. Et une fois de plus aussi, ça m'ennuie d'avoir 25% d'or et 0% de crypto. Donc, ça peut être une poche à part et on ne peut pas faire un permanent portfolio où il y a directement de la crypto dedans avec un ETF Bitcoin, par exemple. Il n'y a pas d'assurance vie qui permet de le faire. Ça commençait à trop compliquer les choses et du coup, je suis revenu à beaucoup plus de simplicité. Et tu vois, on peut faire une petite parenthèse sur la formation arbitrage de patrimoine, mais j'encourage dedans aussi à revenir à bien plus de simplicité. La création d'un portefeuille, d'un patrimoine immobilier, elle est quand même tellement complexe, elle demande tellement de temps et d'énergie pour aller emprunter à la banque, pour aller faire des visites, pour aller chez le notaire, pour acheter, pour mettre en place les locataires, pour faire les travaux, que la partie finance derrière, elle doit aller à mon sens vers le plus de simplicité possible. Donc voilà pour répondre à ta question, Marie. Si tu tiens vraiment à le faire, je te conseille le contrat Swiss Life, le contrat Darjeeling de Swiss Life que tu peux souscrire chez Placement Direct. J'ai pas d'action là-bas. Remarque, si tu m'écris, je te filerai un lien de parrainage. Mais voilà, en tout cas, j'en fais pas la promotion. Mais c'est un contrat qui, en tout cas, qui moi m'a satisfait. Et aujourd'hui, je l'ai remplacé tout simplement par des ETF. C'est un contrat qui est aussi intéressant puisque on peut faire de l'avance sur titre, une forme de crédit lombard dessus. Donc, ça reste quand même quelque chose qui est assez intéressant. Et on va prendre un dernier message de David. David qui m'écrit suite au dernier podcast et qui m'a inspiré ce que je vais vous partager. Salut, je t'ai découvert au séminaire de Nicolas Popovic et j'ai adoré ta présentation. À 44 ans, c'était mon premier séminaire et j'ai adoré. La journée est passée trop vite. Je ne m'étais jamais intéressé à l'investissement jusqu'à maintenant car je vivais au-dessus de mes moyens avec Crédit Conso et tout ce qui va avec. J'ai repris la main sur mes comptes et depuis, mon but est de retrouver effectivement ma liberté. Donc déjà, je voulais te féliciter, David. Bravo à toi. Enchanté d'avoir pu faire ta connaissance là-bas et puis que tu aies pu aimer ma présentation. Et ça y est, tu as pris la pilule rouge, tu as vu de l'autre côté, tu suis le lapin blanc au fond du terrier. Et effectivement,
quand on n'est pas dans l'investissement, quand on est étranger à ce monde, si je puis dire. Et je l'ai vu encore une fois, parce que de temps en temps, je vais sur Messenger, et parfois ça m'amène encore sur Facebook, où j'ai certaines de mes stories qui sont republiées, certaines vidéos. Donc j'ai quelques commentaires. Et par le biais du scrolling Facebook, à un moment, je suis tombé sur des publications qui me sont destinées, qui sont ciblées sur l'investissement, la finance. Et quand je vois encore et toujours le niveau des commentaires de gens qui disent que c'est pas possible, que ça peut pas marcher, que c'est impossible, qu'on peut pas y arriver, ça me tue. Et je le comprends en même temps, que ce soit si difficile à croire parfois qu'on peut changer sa vie grâce à l'investissement, et il faut attendre parfois d'avoir le déclic. Et justement, la plupart des gens qui n'ont pas ce déclic, dans ce que j'ai vu sur ces commentaires Facebook, il y a beaucoup de gens qui croient encore à l'assistanat, au fait que l'État va les sauver. Et effectivement, toi, David, tu as choisi de croire le contraire, donc bravo à toi. Mais ton message m'a inspiré une vidéo que j'ai vue il n'y a pas si longtemps sur la chaîne Crésus, et je vous encourage à aller la voir parce que j'ai vraiment bien aimé. C'est une chaîne à laquelle je m'étais abonné il y a longtemps, et YouTube ne me recommandait plus les vidéos, et là, YouTube me l'a recommandé. Et en gros, alors je ne sais pas comment s'appelle l'animateur de la chaîne, mais c'est hyper intéressant. Il nous a présenté le scénario qui pourrait se passer si la LFI passait au pouvoir. Alors bien entendu, c'est une chaîne libérale, son analyse, elle est toujours forcément biaisée, mais c'était quand même assez intéressant. Il a essayé d'être objectif, en tout cas, plus objectif que moi, je pense, encore plus objectif que moi. Mais voilà, il nous explique que si la LFI passait aux prochaines élections, il y aurait une taxation des riches à 90%, au-delà de 400 000 euros de revenus. Donc les 100 000 suivants, si vous voulez vous payer 500 000 euros, il faudra se payer 1,4 million, puisque l'État prendra 90% des revenus. Il nous parle, si tout le programme est appliqué, bien entendu. Donc que l'héritage sera taxé à 100% au-delà de 12 millions d'euros. Et en gros, il nous explique que la première année, si en tout cas dans l'hypothèse où les riches ne se sauvent pas, où ils participent à l'effort national et ils se laissent voler leurs richesses par le gouvernement. Et en fait, il nous montre avec la vidéo que pendant un an, ça fonctionne en fait. Les riches se font donc dépouiller de tout ce qui se payait. Si les riches continuent de se payer ce qui se payait et qui donnent 90% au-delà de 400 000 euros, que les riches bichettes continuent de mourir et continuent de se faire taxer l'héritage à 100% au-delà de 12 millions d'euros, en fait, ça fonctionne un an. Et ça nous permet de payer 9 mois des frais de fonctionnement de la France. Donc, il y a une espèce de petite lune de miel, une petite période dorée, où pendant 9 mois, tout le monde est payé. Mais en fait, avec ce système, on tue la poule aux œufs d'or, puisque l'année N+2, les riches ne peuvent plus se payer. En tout cas, tout le patrimoine a été taxé de ceux qui sont morts. Donc, il n'y a plus rien à taxer la deuxième année, au-delà de 12 millions, puisque tout a été pris. Et les riches se sont fait quasiment prendre tout ce qui se versait en revenus. La taxe Zuckman, bien entendu, a été appliquée. Donc, il reste encore un peu d'argent à prendre sur, on va dire, sur le patrimoine, mais il n'y a presque plus rien sur les flux. Et la vidéo, elle nous montre vraiment la profonde méconnaissance qu'il y a de ce mécanisme de la part de notre État, de ce mécanisme des finances perso et des finances professionnelles qui font tourner l'économie. Il y a une profonde confusion entre le patrimoine d'un côté et les flux de l'autre. Et j'ai l'impression que ces gens, ils ignorent qu'on peut avoir, pour certaines personnes, un énorme patrimoine d'un côté et de faibles flux de l'autre, et pour certains autres, un très faible patrimoine et des flux gigantesques. Typiquement, il y a eu beaucoup le cas sur des gens qui avaient des maisons à l'île de Ré. Le prix de l'immobilier a explosé là-bas, et des gens qui avaient acheté leur maison il y a des années et des années se retrouvent avec un patrimoine qui est complètement déséquilibré. 90% de leur patrimoine est dans leur résidence secondaire ou dans leur maison à l'île de Ré. Ils ont des flux normaux de gens qui bossent, donc de faibles flux, et ils sont taxés sur leur patrimoine. Et de l'autre côté, on peut avoir des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie. On l'a vu avec des entrepreneurs qui gagnent leur vie, ou même des gens qui ont un très bon travail, qui gagnent très bien leur vie, et qui tombent dans la rat race. Ils n'ont aucun patrimoine puisqu'ils n'épargnent rien. Par contre, ils ont des très gros flux. Et typiquement, nous, ce qu'on veut quand on est
investisseur, c'est déjà avoir les flux les plus gros possibles, forcément, parce que ça nous aide à emprunter beaucoup plus, ça nous aide à accélérer notre courbe de croissance de patrimoine. Ça, on peut le faire en chopant un meilleur salaire, en démarrant un side business, en devenant entrepreneur, bien entendu. Mais à côté, on veut faire grossir notre patrimoine parce que c'est notre patrimoine qui va générer des flux pour nous payer. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je vis. Mes revenus passifs, on va dire, entre la bourse et l'immobilier, ont dépassé depuis quelques années les revenus que j'arrive à produire au quotidien en travaillant, en échangeant mon temps contre de l'argent. Et donc, c'est mon patrimoine qui produit ces flux. Et en fait, en l'état, donc dans la vidéo, en se comportant de cette façon et en taxant le patrimoine, en taxant ce qui va l'outil, on va dire, en confisquant l'outil qui fabrique le flux, ben en fait, il tue la poule aux œufs d'or. Et voilà, imaginez, c'est typiquement la poule aux œufs d'or. La poule, elle fait un flux avec des œufs elle est dans la comptine pour enfants, enfin dans le compte pour enfants. Et voilà, il faut savoir se contenter de ce flux-là et à la limite le réinvestir pour aller encore plus loin. Et un jour, il va voir comment elle est fabriquée et il tue la poule aux œufs d'or. Et en tuant cette poule, il tue finalement le patrimoine qui construit ce flux. Et dans une société qui fonctionne, seul le flux devrait être taxé, puisque le patrimoine, il a été constitué avec des euros qui sont déjà taxés. Et vous allez voir, on va en parler dans le sujet de la semaine, avec les propos qui sont tenus en France sur l'héritage aujourd'hui, qui, à mon sens, sont dramatiques et sont caractéristiques d'une mentalité de gauche et de après-moi le déluge, concrètement, où on se comporte comme des jouisseurs. En fait, on prend tout ce qu'il y a à prendre et on laisse rien derrière nous. Et si l'humain s'était comporté comme ça depuis la nuit des temps, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui dans l'évolution de notre espèce. Donc pour moi, c'est une pensée qui est créée par le confort qu'on a aujourd'hui et qui est absolument contre nature. Mais voilà, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça et qui veulent confisquer ce patrimoine pour le consommer, pour le redistribuer dans la consommation. Sauf que si on fait ça, on ne construit rien sur le long terme et en fait, ça va marcher 9 mois et après, ça va s'arrêter. Et vous verrez, on en parlera, on reviendra même un peu sur cette vidéo un peu plus loin, puisqu'il y a l'augmentation du SMIC aussi qui est débattue dans cette vidéo, qui passerait à 1 600 € et l'augmentation du RSA à 1 300. Mais quand il n'y a que 300 € d'écart entre le travail et le non-travail, et qu'entre-temps, il faut s'acheter une voiture, payer de l'essence hors de prix pour aller au travail, et puis bien entendu, échanger 40 heures de son temps chaque semaine contre ça, est-ce que ça vaut vraiment 300 balles? Et est-ce que les gens vont continuer d'aller au travail? La vidéo en parle, je ne veux pas toute vous la spoiler, mais je vous invite vraiment à aller la voir, c'est une super vidéo, j'ai trouvé. Donc bien entendu, c'est une chaîne qui est libérale, mais j'ai trouvé l'analyse assez pertinente. Donc merci encore à toi David pour ton message qui m'a inspiré cette petite aparté. Et je vous propose qu'on passe au sujet de la quinzaine. Et si le diable était aux commandes? Alors vous allez voir, c'est tout un programme. On va introduire ça ensemble pour que vous voyez où je veux en venir. Et vous allez voir, je pense que ça va être un podcast assez sympa. Donc, on avait la parenthèse indépendance ces 3 derniers jours. Et on a beaucoup parlé de Napoleon Hill, puisqu'à la fin de la parenthèse indépendance, on remplit 2 documents. Le roadbook qui nous permet d'avoir notre feuille de route extrêmement terre à terre. Qu'est-ce que je dois faire? Combien de visites je dois faire? Est-ce que je dois négocier une augmentation? Combien d'offres je dois faire par semaine? Combien d'immeubles je dois acheter cette année? Comment je dois réarbitrer mon patrimoine? Ça, c'est là où on va agir dans le monde réel, dans la réalité physique. Et on part avec un deuxième document qui est un peu plus ésotérique, un peu plus mystique. C'est la lettre à l'univers, où là, on va, par nos mots, par le pouvoir de notre pensée, activer la loi de l'attraction. Et c'est quelque chose qu'on a amené dans cette parenthèse indépendance, parce que moi, j'ai découvert ça il y a des années. La première fois où j'ai lu le livre « Réfléchissez et devenez riche »,« Think and Grow Rich » de Napoleon Hill, un livre qui m'a bouleversé et j'ai commencé d'appliquer ça en 2016. Alors, c'est pas tombé du ciel, je n'ai pas fait des prières au Dieu argent. J'investissais déjà depuis plus de 8 ans. Mais j'ai découvert le pouvoir de notre pensée positive, un peu comme quand en moto ou en parapente, on va là où on regarde. Si en moto, on regarde la sortie de virage, on risque de rater le virage. En parapente, quand on regarde les arbres, on finit dans les arbres. Dans la vie, quand on regarde, quand on pense tout le temps à pauvreté, à manque, on finit dans la pauvreté et le manque. Et quand on pense abondance, richesse, et pas que richesse financière, richesse de l'esprit, richesse des expériences, et qu'on est convaincu de vivre dans l'abondance,
spoiler alerte, on a une vie qui nous amène à l'abondance. Donc Napoléon Hill a une place prépondérante dans la parenthèse. Et vous allez voir que ça m'a amené justement au sujet du jour, parce qu'on va rentrer dans l'iceberg Napoléon Hill petit à petit. Donc qui c'était Napoléon Hill déjà? C'était un des tout premiers à avoir posé les bases de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le développement personnel appliqué à la réussite. Napoléon Hill, il est né en 1883 et au début du XXe siècle, il est journaliste et un jour, il décroche une interview avec Andrew Carnegie, un livre que j'ai au-dessus de moi d'Andrew Carnegie sur sa vie. Et à l'époque, c'est un des hommes les plus riches du monde. C'était un magnat de l'acier à l'époque. Et Andrew Carnegie, il a été vraiment impressionné par Napoléon Hill et il lui lance un pari un peu fou de lui présenter les hommes les plus riches et les plus puissants de son temps. Et il lui confie ce rôle d'étudier ce qu'ils ont en commun et d'essayer d'en dégager une philosophie du succès. Et à l'époque, Napoléon Hill, il n'a pas un sou, il est au début de sa carrière, et il accepte ce défi. Et pendant plus de 20 ans, il va rencontrer, interroger plus de 500 personnalités les plus riches, les plus influentes de son époque. Il y a Thomas Edison, Henry Ford, Rockefeller, Roosevelt, Graham Bell et bien d'autres qu'il a pu interviewer. Il était vraiment d'ailleurs matrixé par Henry Ford, il en parle beaucoup. Et donc tout ce travail, il l'a synthétisé dans son livre Think and Grow Rich, donc c'est Réfléchissez et devenez riche en français, qui a été publié en 1937. Et ça me paraît zinzin à chaque fois. Je crois que j'ai dû le lire entre 5 et 7 fois, Réfléchissez et devenez riche. Déjà à l'époque où j'ai synthétisé la lettre à l'univers, je l'ai lu plusieurs fois. Et je le relis chaque année. Et c'est dingue comme ce livre, c'est un monument. J'ai l'impression qu'il n'a pas vieilli. Et dedans, il expose toutes les lois du succès qu'il a synthétisées, qu'il a appris en interviewant toutes ces personnalités. La clarté d'objectif, la foi, la persévérance, la maîtrise de soi, le pouvoir du cerveau collectif, ça aussi c'est hyper puissant. Et voilà, en gros, c'est le premier livre de développement personnel qui est appliqué à la réussite mentale, à la réussite entrepreneuriale. Et ensuite, Napoléon Hill, il n'a pas fait que ce livre-là. Un an après, en 1938, il a écrit un autre livre, un livre qui n'était pas sorti jusqu'à il y a quelques années, un livre un peu plus sombre, un peu plus dérangeant, qui s'appelait Outwitting the Devil, en français, Plus malin que le diable. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont pu lire ou écouter ce livre. Alors moi, je n'ai jamais réussi à le trouver en bouquin. Je l'ai trouvé qu'en livre audio sur Audible et je l'ai écouté en entier. Je crois qu'il y a 6 ou 7 heures d'audio et surtout c'est interprété. Il y a une voix qui fait Napoléon Hill, une voix d'homme et une voix très grave qui c'est très théâtral, hein, qui interprète le diable et c'est dingue. Et ce livre a été écrit en 1938, mais il ne sera publié qu'en 2011, près de 70 ans plus tard. Et pourquoi ? Parce qu'à son époque, le contenu du bouquin a été jugé, en tout cas, trop subversif et trop choquant. Et la femme de Napoléon Hill, qui était chrétienne et qui était plus religieuse et qui bossait même dans une université religieuse, a priori, en tout cas, c'est de ce qu'on en sait, c'est ce que la légende raconte, elle lui aurait interdit de publier le livre de son vivant pour pas nuire à sa réputation. Et donc, dans ce bouquin, que moi j'ai écouté qu'en audio, mais je vous invite vraiment à écouter l'audio parce qu'il est dingue. Napoléon Hill, il imagine un dialogue entre lui et le diable, comme s'il avait pu avoir un entretien avec le diable, le faire asseoir à table et le forcer à lui poser toutes les questions. Et le livre, il est incroyable. Alors, on sort de la Bible, c'est pas présenté comme une figure religieuse dedans. C'est vraiment une métaphore. Le diable est une métaphore de la peur, de l'inaction et de tout ce que l'humain peut produire de plus médiocre. Et en fait, Napoléon Hill, il l'interroge comme un journaliste et il lui pose des questions. Comment fais-tu pour dominer les hommes ? Et le diable lui répond, je contrôle 98% des êtres humains, je les tiens grâce à la peur, à la routine, à l'école, aux distractions et surtout à leur incapacité à penser par eux-mêmes. Et il les tient vraiment comme ça. Et le cœur du message du livre, c'est le diable contrôle les esprits qui dérivent. Donc le bouquin en entier, c'est une ode à la discipline,
à la clarté, à savoir où on veut aller. Ça aussi, je suis sur la parenthèse parce qu'on a passé 3 jours merveilleux ensemble. Et je leur disais une phrase de Tony Robbins, je rappelais à tout le monde une phrase de Tony Robbins qui disait « La clarté, c'est le pouvoir ». Et avoir une vision claire de ce qu'on veut faire dans la vie, de qui on veut devenir, c'est la base. Hein. C'est comme si vous partiez en vacances et vous partez avec une voiture qui a les pneus dégonflés, vous n'avez pas de GPS à l'intérieur de la voiture, vous n'avez pas votre GPS sur votre téléphone, le pare-brise est sale, vous n'avez pas de lave-glace et vous ne savez même pas où vous êtes, vous allez vraiment précisément et vous n'avez pas d'atlas routier. Bon, vous allez arriver quelque part, quoi. Je ne sais pas où, mais vous allez arriver quelque part. Maintenant, si vous savez précisément que vous allez en vacances dans le sud-ouest, à Biarritz, que vous avez le GPS qui est réglé avec l'adresse précise du Airbnb ou du camping où vous allez, avec une voiture révisée, qui freine, avec du lave-glace, avec tout ce que vous voulez, c'est juste une question de temps, en fait. Vous savez que vous allez mettre de la Loire, quoi, plus ou moins 6 heures, selon les bouchons, quoi. C'est juste une question de temps. Ce n'est pas une question de où ou de comment, c'est une question de temps. Et je pense qu'il y a beaucoup d'humains, alors je ne sais pas si c'est 98%, hein, comme le dit le diable de Napoléon Hill, mais il y a beaucoup d'humains qui ne savent pas clairement où ils vont. En fait, ils passent leur vie à errer, pour certains, sans but, sans savoir précisément ce qu'ils veulent avoir de la vie et où ils vont aller. C'est pour ça que la clarté, c'est le pouvoir et qu'il faut savoir précisément qui vous voulez devenir, combien vous voulez gagner, quel métier vous voulez faire, où vous voulez vivre, pour que vous régliez votre GPS mental dans la direction. Et le cerveau est une machine merveilleuse qui résout les problèmes qu'on lui soumet. Et c'est tout le sujet de l'œuvre de Napoléon Hill, c'est de mettre notre subconscient au travail pour pouvoir atteindre ces buts-là. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'en ce moment, je vois beaucoup de livres de Napoléon Hill sortir. Et j'ai l'impression qu'il en a écrit énormément, qui sortent petit à petit. Je vous en parlerai parce que je suis encore en train d'en lire un. Et presque 100 ans après, c'est toujours aussi passionnant. C'est complètement dingue. Mais donc, le cœur du message du livre de Napoléon Hill, de Plus malin que le diable, c'est vraiment ça. C'est le diable contrôle les esprits qui dérivent. Il contrôle les esprits qui n'ont pas de discipline, qui se laissent aller. C'est-à-dire tous ceux qui ne décident pas, qui se laissent porter, qui laissent la vie vraiment les balader. Et dans le livre, Napoléon Hill nous explique que le diable gagne chaque fois que tu as peur, chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu manques de clarté, chaque fois que tu procrastines, chaque fois que tu te laisses aller dans le regard des autres. Je pense au message de Tilio tout à l'heure, ou peut-être aussi que tu te compares, que tu regardes trop les autres. Et le message que fait passer Napoléon Hill dans le bouquin, c'est l'inverse, c'est la pensée consciente, conscientiser sa vie, où on veut aller, le but précis, la discipline, la maîtrise de soi. Et le texte, il est extrêmement puissant, il y a un côté mystique dedans en vrai, et surtout quand vous écoutez la version audio, où parfois, et d'ailleurs Napoléon Hill a clairement laissé planer le doute, et le fait que le bouquin soit publié 70 ans après Réfléchissez et devenez riche, et des années après la mort de Napoléon Hill, c'est des dizaines d'années après sa mort, il y a un côté puissant, provocateur, et presque spirituel quelque part de se dire, j'exagère un peu, hein, mais et si c'était vrai? Et s'il l'avait vraiment rencontré? Et si c'était vrai? Et où Napoléon Hill nous explique au final le message du texte, c'est que la liberté mentale, c'est le seul vrai salut. Et ça rejoint le début de cette intro d'une vie de liberté, où je dis que la liberté dans les poches, c'est que c'est compliqué dans le monde capitaliste dans lequel on vit. Forcément, dans un monde de matière, il faut avoir de l'argent. Je ne vais pas vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur et qu'on n'en a pas besoin, mais avoir juste de l'argent dans la poche et pas être libre dans sa tête, ça vaut rien du tout. Et c'est drôle comme toutes ces choses-là se recoupent petit à petit. Et donc, tout ça, je ne veux pas vous parler de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, aussi parce que j'ai une version audio et c'est plus compliqué avec une version audio de revenir sur certains points qui m'ont marqué. Mais si ça vous dit, c'est un des podcasts qu'on pourra faire, de vraiment parler de ce livre en particulier. Mais ça va m'amener au sujet du jour, justement, où on va parler vous allez voir, du diable, mais d'une autre façon. Je suis un excellent compte Twitter X maintenant, de Dividend King, que je vous invite d'ailleurs à suivre. Hein. C'est quelqu'un qui investit en bourse et qui fait pas mal de threads sur la bourse qui sont intéressantes. Et il en a posté un il y a quelques mois, et je me l'étais gardé dans mes favoris pour en faire un podcast, parce que je pensais que c'était super important. Il nous dit qu'il a posé la question suivante à ChatGPT. Si tu étais le diable,
Comment est-ce que tu ferais pour rendre les futures générations pauvres sans même que les gens ne s'en rendent compte? Et j'ai kiffé, le message et il avait trouvé 9 points. Alors moi, j'ai redemandé à ChatGPT, il m'a répondu à peu près la même chose et je lui ai demandé quelques points de plus, donc il m'a sorti 3 points de plus pour compléter. Mais j'ai repris le thread de Dividend King parce que c'était tellement bien fait que voilà. Puis je tenais aussi à le citer parce que c'est lui qui avait eu cette idée. Mais je vous propose qu'on les commente ensemble parce que vous allez voir que c'est hyper édifiant et que c'est drôle, mais le plan du diable me fait furieusement penser à ce qu'on vit un petit peu. Donc, vous allez voir, je pense que ça va être extrêmement intéressant. Donc, la question, je vous la répète, si tu étais le diable, comment est-ce que tu ferais pour rendre les futures générations pauvres sans même que les gens ne s'en rendent compte? Eh bien, on est parti pour ce podcast. Voici la réponse de ChatGPT. Numéro 1, encourager la consommation immédiate plutôt que l'investissement. Achète maintenant, tu le mérites. Faire croire que le bonheur passe par la possession immédiate, le dernier iPhone, les vêtements de marque, les vacances à crédit. Décourager l'épargne, décourager la patience et la vision long terme. Faciliter le crédit à la consommation pour piéger dans des cycles d'endettement à des taux usuriers. Et voilà comment s'y prendrait le diable pour rendre pauvres les générations futures sans qu'elles s'en rendent compte. Faire croire que le bonheur passe par la possession immédiate, alors que, on le sait, pour investir, le plaisir différé, c'est l'essence même de l'investissement. Et je le vois, j'ai encore vu une publication justement sur Facebook il n'y a pas longtemps qui disait la même chose. Donc c'est du clickbait, c'est vraiment des publications qui sont faites pour faire cliquer, où c'était un jeune de 27 ans qui avait réussi à économiser 88 000 euros à 27 ans en ayant attaqué à 18 ans de travailler et qui disait « je prendrai ma retraite à 40 ans ». Et la plupart des commentaires, c'était c'est n'importe quoi, tu sacrifies ta jeunesse, moi j'ai dépensé et aujourd'hui je ne le regrette pas. Comme dirait Don Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec, c'est un peu le rêve du monde, cette pensée collective de dire YOLO, quand t'es jeune, profites-en, dépense sans compter et puis tu verras bien quand ce sera le moment, tu verras bien plus tard, s'il manque de l'argent, on s'en fout, faut vivre sa vie maintenant, ce côté YOLO. Alors que c'est toujours le tout ou rien. Moi, j'ai envie de répondre, pourquoi choisir? Pourquoi être heureux quand on est jeune? Ça devrait forcément passer par dépenser tout son argent. Non, moi, je pense qu'on peut avoir une réelle discipline financière en étant jeune et profiter aussi de la vie. On peut partir en voyage, surtout quand on est jeune. On n'a pas besoin de confort. On peut partir à l'autre bout du monde avec un sac à dos et ça ne coûte pas grand-chose. Donc, voilà un peu ces croyances, le rêve du monde de Don Miguel Ruiz, l'inconscient collectif. Voilà, c'est le mot que je cherche, qui nous pousse à croire ça. Et voilà comment ferait le diable ChatGPT s'il voulait rendre les futures générations pauvres. Il nous ferait croire qu'il faut claquer tout son argent maintenant et que, voilà, alors que le plaisir différé, c'est l'essence même de l'investissement. Et moi, j'ai répondu à cette publication Facebook en disant que je n'ai pas eu l'impression d'avoir manqué de quoi que ce soit dans ma jeunesse, même si je crois qu'il y a une époque où j'ai pris l'avion une seule fois en 7 ou 8 ans, alors qu'aujourd'hui je prends l'avion plusieurs fois par an maintenant, mais j'ai pas l'impression d'en avoir manqué, tant je remercie le Tony de ces années-là, de 2008, 2009, 2010. J'ai beaucoup de tendresse pour ce Tony-là, qui avec 3 bouts de ficelle, comme il a pu, a décidé d'y croire et de construire la vie que j'ai aujourd'hui. Parce que, voilà, à 44 ans, bientôt à la fin de l'année, enfin 43, l'autre pendant de ce thread sur Facebook que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « Méfie-toi, quand on a 50 ans, on a de moins en moins envie de travailler. » Et on se faisait la réflexion avec Yann il n'y a pas longtemps, où on se disait justement, on a l'indépendance financière, on pourrait kiffer beaucoup plus, travailler moins. Mais je pense qu'au fond de nous, quand on est dans la quarantaine, on a encore cette énergie, cette envie de travailler. On a une espèce d'horloge interne qui nous dit non, c'est trop tôt pour s'arrêter, là, il y a plein de choses à faire. Mais peut-être que quand on avance un peu plus et qu'on arrive au-delà de 50 ans, naturellement, on a moins envie de travailler aussi. Et là, si tu as été plutôt cigale que fourmi, ma foi, il faudra y aller jusqu'à 67 ans. Et oui, et là, tu te seras fait avoir. Le point numéro 2 que nous pondrait ChatGPT, c'est tuer l'éducation financière. C'est compliqué, laisse faire les banques et les experts.
supprimer toute forme d'enseignement de l'économie réelle, de la gestion budgétaire ou des investissements à l'école, rendre les produits financiers opaques, jargonneux et inaccessibles, valoriser l'ignorance financière en société, parler d'argent égale tabou. Et ça nous ramène au message de Tilio, où peut-être que c'est le diable qui gagne aussi, où on voit que parler d'argent, c'est tabou en France, c'est très difficile. Moi, ça m'a demandé déjà beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, c'est plus facile sur Une vie de liberté parce que ça fait des années que je le fais. Mais la première fois que j'ai parlé d'argent sur Internet, ça a été très compliqué pour moi. Et on voit qu'il y a certains pays où l'économie est beaucoup plus libérale, comme aux USA, où c'est beaucoup plus facile de parler d'argent. Mais voilà, peut-être qu'un des projets du diable, c'est justement, alors vous l'avez compris, je remets un disclaimer quand même. On ne parle pas du diable au sens religieux, on parle du diable au sens Napoléon Hill. Voilà. Je préfère préciser parce que j'ai des commentaires surprenants parfois. Mais voilà. Mais par contre, moi, je me fais la réflexion. Je me dis, c'est drôle à quel point, à l'école, on n'apprend jamais à gérer un budget. Jamais on apprend ça. Et je le vois, j'ai eu des formations en IUT professionnalisantes, même à l'école plus jeune, où l'école est censée nous former pour nous intégrer dans la société, pour trouver un métier, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire partie intégrante de la société. Mais à aucun moment, on nous apprend à gérer notre argent, à savoir quoi faire avec notre salaire quand il tombe, comment payer un loyer, comment payer ses factures, comment mettre un peu de côté, comment mensualiser les dépenses qui n'arrivent qu'une fois dans l'année, comme une taxe foncière. C'est typiquement ce qu'on explique dans la formation Finance Perso Expert. Ces choses-là, vraiment, comment on reprend du début, comment rembourser ses dettes, comment mensualiser des taxes foncières, des choses qui tombent une seule fois par an. Et d'ailleurs, ça me fait sourire, mais dans la formation Finance Perso Expert, à la fin, il y a 2 tableaux à remplir. Un tableau de patrimoine et un tableau de flux. Et on en revient à la base du message de David, mon commentaire sur le message de David, où même nos dirigeants au plus haut niveau, ils n'arrivent même pas à faire la différence entre un patrimoine et un flux. C'est quand même inouï. Et parfois, il ne faut pas chercher du vice là où seule la bêtise explique les choses. C'est juste que je pense qu'ils sont nuls. Et donc, à l'école, on n'apprend pas ça. Et rappelez-vous, j'avais fait ce podcast, je déteste les CGP, parce que justement, rendre les produits financiers opaques, jargonneux, inaccessibles, c'est typiquement ce que font des CGP en rendant tout ça complexe, opaque, difficile à comprendre, pour que justement, les gens se sentent obligés de leur faire confiance et se disent « En fait, j'y arriverai pas tout seul, vaut mieux que je fasse confiance à quelqu'un ». Et la plupart des CGP que j'ai vus ne comprenaient rien à la bourse. Et aujourd'hui, parfois, quand j'en ai qui me contactent, je me régale à discuter avec eux parce que je me rends compte de leurs lacunes et à quel point avant je me faisais avoir. Alors bien entendu, il y a des bons CGP, je dédicace Félix, je dédicace Franck. Heureusement, encore eux, qu'il y a des bons CGP. Et des gens qui ont une éthique. Mais voilà, ça reste une profession où il y a besoin de faire le ménage, je pense. Et justement, je vois des gens, là, à la parenthèse, on va beaucoup parler de la parenthèse, décidément, mais j'ai demandé s'il y avait des participants qui s'étaient fait CGPiser et qui s'étaient fait coller des assurances vie avec 4 ou 5% de frais d'entrée, 2% de frais de gestion, et j'en avais encore des gens qui, quand moi, mes folios bourse ont fait plus 100% ces 5 dernières années, des folios qui ont fait plus 2 ou 3% en 5 ans. C'est criminel. Et pendant ce temps-là, le CGP ou l'assureur s'est gavé de frais. Donc voilà. Et je suis toujours subjugué de voir des entrepreneurs, des gens qui ont été capables d'entreprendre, de gagner beaucoup d'argent avec l'entrepreneuriat, être capables littéralement de faire des millions, ne pas savoir investir. Être entrepreneur et investisseur, c'est 2 compétences qui sont différentes. C'est pas la même chose. Et ma foi, elles sont complémentaires, extrêmement complémentaires. Et quand je vois des investisseurs cracher sur les entrepreneurs et des entrepreneurs cracher sur les investisseurs, moi je rigole toujours, je me demande toujours pourquoi ces garde-clochers. Ou quand je vois des gens aller dire que la crypto c'est le mal, ou alors qu'il n'y a que la bourse dans la vie, ou que l'immobilier c'est de la merde. Je le vois dans Arbitrage de patrimoine, moi je remets l'église au centre du village et je remets tout le monde d'accord. Je fais tout ce qui rapporte de l'oseille. Bien entendu, on a la chance de pouvoir emprunter à crédit en France. Faisons le maximum de crédit pour lever de la dette en IMO à partir de rien. Et derrière, réinvestissons les profits en bourse, en crypto pour faire du développement exponentiel. Voilà, la formation sort vendredi pour le podcast privé, la semaine prochaine pour tout le monde. C'est tout ce que je développe à l'intérieur. C'est la base, c'est ça. J'en peux plus de voir des guerres de clochers entre des formations, des gens qui ont fait des formations sur
l'immobilier locatif et qui derrière vont cracher dessus parce qu'ils sortent une formation marchand de biens, c'est n'importe quoi. Et ça contribue à continuer de créer un peu ce flou artistique qui fait qu'il y a des investisseurs qui au final n'y comprennent plus rien. Si on ne se fait pas sa propre conviction et qu'on ne fait pas vraiment ses devoirs, on finit par ne plus rien y comprendre. Petit 3, créer une dépendance à l'État et aux aides. Tu n'as pas besoin de devenir indépendant, l'État prendra soin de toi. Maintenir des aides sociales nombreuses mais conditionnées pour décourager la prise de risque et l'autonomie. Créer un filet de sécurité si confortable qu'il devient un plafond de verre. Créer une peur du changement. Tu vas perdre tes aides si tu gagnes plus. Et ça, c'est aussi dramatique. Ça part d'un bon sentiment, toutes ces aides sociales. En se disant, si j'ai un accident de la vie, il peut m'arriver ça pour vivre dignement jusqu'à ce que je puisse retrouver un travail. Le problème, c'est qu'en maintenant les gens sous perfusion d'aide sociale, ça ne rend pas heureux d'avoir de l'argent qui tombe du ciel et qui, au final, c'est juste assez pour survivre, mais ce n'est pas assez pour vivre dignement, mais ça nous maintient dans cette inaction, ça ne nous pousse pas à nous remettre en question, à aller chercher plus loin, à aller nous réaliser finalement. Et je trouve ça triste parce que moi, dans mon expérience de chef d'entreprise, la peur du changement, tu vas perdre tes aides si tu gagnes plus. J'avais des salariés qui étaient assistés d'assistantes sociales, justement, et qui étaient devenus des experts dans le calcul des prestations, et notamment des intérimaires, qui étaient très bons, de bons salariés, pour le coup, qui travaillaient en intérim, donc qui touchaient 10% de primes de précarité et les 10% de congés payés tout de suite à la fin de chaque mission, qui, quand on était en vacances, se mettaient au chômage pour toucher de l'argent entre-temps. Et quand je leur proposais de les embaucher, ils me disaient « mais en fait, je perds trop d'oseille. Et comme là, je suis précaire, je vais perdre toutes les autres allocs que j'ai à côté. Et en fait, ça ne m'intéresse pas d'être embauché parce que je vais perdre de l'argent. » Et quand on est à faire ce genre de calcul, c'est vraiment une société qui va mal. Et ça me fait repenser à la vidéo de Crésus, dont je vous ai parlé pendant le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, où si on applique le programme de la France Insoumise à la lettre, le SMIC passe à 1 600 € et le RSA passe à 1 300 €. Et donc, il y a 300 € d'écart. Et pour 300 €, tu vas travailler, tu échanges 40 heures de ton temps, enfin en tout cas 35 heures effectives, mais avec les trajets, peut-être 40 heures. Et si tu as une pause imposée à midi, peut-être même 50 heures de ton temps contre ces 1 600 € pour seulement 300 € de plus. Et tu dois t'acheter une voiture, tu dois payer du gasoil. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et est-ce que ça n'encouragera pas les gens à finalement rester à la maison, puisque ça rapporte presque autant de ne rien faire. On va travailler seulement pour 20% de plus. Donc voilà, à qui profite le crime finalement? C'est des choses qui partent d'un bon sentiment, mais qui au final finissent par exploiter les côtés des humains les plus médiocres, en tout cas pour certains qui vont se complaire là-dedans. Et je trouve que c'est dommage, plutôt que d'encourager tout le reste. L'entrepreneuriat, la formation, la réalisation de soi à travers le travail, c'est ce qu'on fait au quotidien qui donne du sens à notre vie. Et j'en ai même parlé à la parenthèse, mais depuis quelques années où les revenus passifs que j'ai créés dépassent maintenant les revenus que j'arrive à générer en travaillant, ça remet même en question tout le rapport qu'on peut avoir au travail. Clairement, à la fin, on n'en est plus à travailler pour de l'argent. On en est à travailler par choix, pour apporter de la valeur. Et ça remet en question, je suis encore dedans, mais tout le rapport qu'on peut avoir par rapport au travail. J'en reparlais aussi dans un des derniers podcasts, quand j'avais eu cette personne au resto qui me disait « Mais pourquoi tu fais des podcasts si tu n'as pas besoin d'argent ?» Parce que j'y trouve mon compte, parce que ça répond à mes besoins, mon besoin de transmission, mon besoin spirituel de laisser quelque part une œuvre. Là, il y a plus de 200 podcasts d'une vie de liberté, à 1h15, 1h30 en moyenne. C'est 300 heures de contenu de ce que j'avais dans la tête que j'ai laissé sur Terre, peut-être. Donc voilà, mais quand ton frigo se remplit tout seul, il faut trouver d'autres motivations que l'argent. La réponse numéro 4 de notre diable ChatGPT. Qu'est-ce qu'il ferait? Il détruirait la valeur de la monnaie par de l'inflation déguisée. Les prix augmentent, c'est la faute de la guerre, la faute du climat ou des autres. Imprimer de la monnaie massivement sous couvert de relance ou d'urgence. Augmenter les actifs tangibles, l'immobilier, les actions, et rendant l'entrée plus difficile pour les jeunes.
et ne pas ajuster les salaires ni les seuils fiscaux à la vraie inflation. Et oui, et oui, et oui, oui. Aujourd'hui, le travail ne paye plus et l'un des plus gros problèmes, à mon sens, c'est le coût du travail dans notre pays. Le coût du travail en France qui est colossal. Il y a peu de gens qui le réalisent, hein, mais quelqu'un qui gagne 2000 euros, pour un salaire net reçu de 2000 euros dans la poche, il y a 2000 euros qui sont partis en impôts sur le revenu, enfin 2000 euros en tout, hein, en impôts sur le revenu, en charges patronales et charges salariales. Et ça, même si dans la pratique, dans le jargon, dans le vocabulaire, ça s'appelle charge patronale, c'est bien la richesse du salarié, la richesse que le salarié a produite qui part pour payer tout ça. Et donc, bien entendu, le fait que le coût du travail augmente continuellement, hein, qu'aujourd'hui la taxation est de 56% du PIB, c'est inédit dans le monde entier, ce qu'on vit en France. Cette taxation qui est presque confiscatoire fait que justement, la valeur ne se retrouve plus dans les salaires, mais elle se trouve dans l'immobilier qui monte, dans les actions qui montent. Pourquoi les actions en bourse montent ? Puisque justement la monnaie est dévaluée par la Banque Centrale Européenne qui imprime des euros. C'est ce qu'on appelle l'assouplissement monétaire, le quantitative easing. On fait tourner la planche à billets et on crée de l'argent à partir de rien. Ça nous permet de rembourser notre dette avec de la monnaie de singe, mais ça fait aussi que l'inflation augmente énormément. Et qui collecte cette inflation finalement ? C'est les entreprises quand elles vont facturer des iPhones, des ordinateurs et tout le reste, et tous les services, c'est au final les entreprises qui vont collecter cette valeur et elles se retrouvent dans le marché action ou aussi avec l'immobilier, puisque la monnaie vaut de moins en moins, forcément les prix de l'immobilier augmentent. Hein. Ce n'est pas la maison qui vaut plus cher finalement, c'est les billets qui valent moins, il faut plus de billets pour acheter la même maison. Donc, pour tous les gens qui n'ont pas investi ou dans la bourse ou dans leur résidence, au moins dans leur résidence principale, eux, c'est les dindons de la farce. Ils se retrouvent à payer énormément d'impôts sur leur salaire avant même de toucher l'argent. Et ils ne peuvent plus avoir accès à l'immobilier, ils ne peuvent plus avoir accès. Alors, la bourse, encore, c'est ça qui est chouette, hein, c'est que même si l'immobilier devient de plus en plus difficile d'accès, la bourse, elle, on peut investir à partir de 5 euros par mois. La crypto aussi. C'est aussi pour ça que la crypto séduit vraiment, vraiment beaucoup les plus jeunes. C'est parce que c'est accessible. En tout cas, ce qu'on vit au quotidien et ce qu'on voit, c'est que les salaires ne permettent plus d'acheter de l'immobilier, en tout cas de la résidence principale, comme pouvaient le faire les générations précédentes, comme nos parents et nos grands-parents. C'est beaucoup plus compliqué. Et on peut, j'ai envie de dire d'une certaine façon, que le constater. Mais maintenant que les règles du jeu sont comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et on se rend compte que pour celui qui veut et qui est prêt à faire les efforts, c'est toujours possible de le faire, d'investir dans l'immobilier à crédit, commencer peut-être par une résidence principale plus modeste, mais aussi de l'immobilier locatif, des actions. Et c'est comme ça qu'avec nos salaires qui sont énormément taxés, on va pouvoir commencer à créer un socle, un premier socle de capital, de richesse, qui va pouvoir nous permettre d'aller chercher encore plus de biens immobiliers par l'effet de levier et de développer notre patrimoine. Mais celui qui veut le faire avec son seul salaire, oui, aujourd'hui en France, est-ce que c'est l'œuvre de... est-ce que c'est orchestré ? Je ne sais pas. En tout cas, pour ChatGPT, le diable s'y prendrait de cette façon-là. Mais voilà, aujourd'hui, malheureusement, le travail ne paye plus comme il devrait. Le projet numéro 5, ça serait favoriser l'idéologie du court terme. Si c'est pas rentable ce trimestre, c'est pas utile. Saboter les projets à long terme, éducation, santé, patrimoine, rendre l'avenir flou, anxiogène, voire inutile, le climat, la guerre, la collapsologie. Valoriser le trading, le gain rapide, les NFT à la mode au détriment de la capitalisation patiente. Et je suis toujours surpris, en tout cas ça m'alerte quand je vois que nos gouvernements sont élus pour 5 ans. Alors quand on voit les clampins qu'on se paye, heureusement qu'ils ne restent pas plus que 5 ans finalement, mais je suis toujours surpris qu'on puisse avoir cette vision aussi radicale dans un sens sur 5 ans, et puis ensuite changer de gouvernement, avoir une vision aussi radicale dans l'autre sens. Et qu'est-ce qu'on construit en faisant 5 ans dans un sens, 5 ans dans l'autre ? On n'a pas cette vision long terme, cette grande vision long terme. Et l'autre jour, j'ai assisté à une messe dans la collégiale de ma ville. Et la collégiale a 800 ans. 800 ans. Et elle n'a pas bougé. Elle a été finie d'achever en 1300, je crois, mais attaquée en 1200. Et je me dis, on a la chance d'avoir encore ces édifices qui ont été construits pour les 800 ans à venir. Mais qui fait ça aujourd'hui dans le monde actuel ? Même la Burj Khalifa à Dubaï,
qui est érigée, qui est aussi immense, elle n'a pas été construite pour les 800 prochaines années. Aujourd'hui, on ne fait plus du aussi durable. On fait à cette échelle-là, je veux dire à l'échelle d'une collégiale qui a 800 ans, on fait du jetable quelque part. Et je me dis, il y a des choses qui se sont perdues dans cette vision court terme. Et on la retrouve à différentes échelles. Là, j'ai pris une échelle volontairement immense, mais en rendant effectivement l'avenir flou, anxiogène, on nous montre aussi que on n'a plus cette vision long terme de soi. Alors, on pourrait dire qu'on a une vision long terme sur le climat, en disant qu'on va faire des efforts aujourd'hui pour que le climat à long terme puisse changer. Mais en fait, au final, j'ai l'impression que c'est surtout fait pour nous faire, ou en tout cas une certaine partie de la population, devenir complètement anxieuse à court terme avec tout ce qui se passe et faire qu'on est dans l'inaction, dans le moment présent. Et je me dis toujours avec ça, voilà, bien sûr qu'il faut faire attention à notre planète pour ne pas vivre dans une poubelle, mais je fais aussi attention aux écrans de fumée, puisque moi je me souviens qu'enfant, à l'école, on nous apprenait que la banquise allait fondre quand j'avais 6-7 ans, et à l'époque ça m'avait fait énormément stresser, parce que j'avais réalisé que la ville de Sanary-sur-Mer, où je partais en vacances quand j'étais petit, allait être sous l'eau. On me disait, dans 30 ans, Sanary-sur-Mer sera sous l'eau. Et voilà, j'y vais la semaine prochaine et je suis allé vérifier quand même, du coup. Donc c'est du véritable journalisme d'investigation. Je suis allé vérifier, Sanary-sur-Mer n'est pas sous l'eau encore. Je troll volontairement, mais voilà, non, je suis allé vérifier, c'est pas sous l'eau. Mais je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais petit, ça m'avait vraiment fait culpabiliser et ça m'avait créé presque des angoisses quand j'étais enfant. Donc voilà, attention à faire la différence entre ce qui est nécessaire parfois pour notre planète, c'est-à-dire de ne pas vivre dans une poubelle, bien entendu, faire attention à notre planète, mais entre l'anxiété qu'on veut nous faire avoir. Quand je vois qu'on commence à parler de limiter les vols en avion, ils ne seront pas limités pour tout le monde, les vols en avion. Il y a certains qui pourront voler full illimité. Et on va commencer par nous dire, vous serez limité à 20 vols par an. Mais comme quasiment personne ne vole 20 fois par an, même moi, je vole la plus folle année où j'ai pris des vacances, je crois que j'ai fait 8 vols. Je me dis, ça va, je ne suis pas concerné. Puis l'année d'après, ça sera 15, 10. Puis à la fin, il faudra payer 2 fois le prix des billets. Et tout ça, ce n'est pas pour la planète. C'est juste pour collecter encore et toujours plus de taxes. Donc, il faut y faire attention. Et puis, la dernière chose que je veux dire sur l'idéologie du court terme, c'est bien entendu favoriser l'événement versus le processus. Et c'est ce que je vois parfois avec le trading, bien entendu, le gain rapide, les NFT. On favorise l'événement en vous disant « fais ça, c'est un ticket de loto, tu vas devenir riche avec la crypto magique ». Et j'en parle aussi dans l'arbitrage de patrimoine, de tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui ai construit mon patrimoine grâce au processus. Je n'ai pas eu de coup d'éclat, je n'ai pas eu d'année où en un an, mon patrimoine a doublé. Il a doublé en 6 ans par contre. Mais ça, c'est dû au processus, avec le temps. Au fait des capitalisations sur les crédits, au fait de la bourse qui augmente, elle, de façon exponentielle. Et donc, peut-être que vous pouvez avoir de la chance, gagner au loto ou tirer la crypto magique et devenir riche grâce à l'événement. Et c'est tout ce que je vous souhaite si vous avez une éducation financière. Bien sûr que c'est génial, un événement positif de richesse. Je crois que Cédric Froment appelle ça un accident positif de richesse. Bien sûr que ça fait plaisir. Mais ça, c'est peut-être une chance sur 1 million. Alors que le processus, là, si vous faites les choses comme il faut, c'est 100% de chance de devenir vraiment riche. Donc voilà. Le point numéro 6, taxer lourdement le travail et l'épargne, mais pas la dette. Donc travailler plus pour gagner plus, peut-être, mais tu payeras plus. Imposer fortement les revenus du travail et les plus-values à long terme. Laisser les niches pour les plus riches ou les mieux conseillés, rendant le système injuste. Favoriser les bulles d'endettement avec des taux bas pour encourager l'effet de levier, puis remonter les taux. Donc, est-ce que ChatGPT est un peu gaucho sur les bords, là, sur les niches pour les riches ou les mieux conseillés? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'a pas vraiment tort, puisque, une fois de plus, ceux qui s'enrichiront, c'est ceux qui feront cet effort-là, ceux qui iront chercher les conseils. Alors, est-ce que le système est injuste ou est-ce qu'il est juste comme il est, finalement, et il faut faire cet effort si on veut avancer. Mais en tout cas... je crois que le système est comme ça, c'est le projet du diable, mais ça ressemble furieusement à ce qu'on vit. Donc bien sûr que le capital est moins taxé que le travail. C'est quelque chose dont je me rends compte aujourd'hui. Mes revenus actifs
sont bien plus taxés que mes revenus passifs. Alors mes revenus, entre guillemets, passifs, ceux de l'immobilier sont très taxés, mais aujourd'hui, les revenus de la bourse, tant qu'on ne vend pas, ne sont pas taxés pour l'instant. Et bien sûr que quelque part, c'est injuste. En tout cas, ce que je trouve injuste, c'est que le fait que la bourse ne soit pas taxée, ça, je trouve ça juste et c'est très bien. Le problème, c'est que le travail est trop taxé. C'est pas que la bourse devrait être autant taxée que le travail. C'est l'inverse, c'est l'autre mentalité. C'est de dire que le travail devrait être libéré. C'est logique que la bourse soit pas taxée parce que je vois pas d'intérêt à aller taxer de l'argent qui a déjà été, du capital qu'on a constitué avec de l'argent qui a déjà été taxé tant qu'il n'y a pas de vente. Je parle. Attention, hein. Bien entendu, quand on vend, c'est logique aussi de participer, pas dans les proportions qu'on a chez nous. Là, je parle de pays où l'impôt est raisonnable, en Andorre, en Suisse, certains États des États-Unis, d'autres pays. Bien sûr que quand on vend et qu'on s'est enrichi, c'est logique de payer une partie d'impôt pour les fonctions régaliennes, pour qu'on ait un État qui fonctionne, mais pas dans les proportions de France. Donc bien sûr que le travail est trop taxé et il devrait être bien moins taxé, parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir 2 fois plus que les autres, il faut faire 4 fois plus, vu les taxations. Et c'est dramatique, mais c'est comme ça qu'est le jeu, on va dire. Et il faut jouer selon les règles du jeu. Aujourd'hui, si le jeu est comme ça, bien sûr que travailler plus pour gagner plus, est-ce que c'est intéressant si on paye encore plus ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas utiliser l'immobilier pour faire du levier et la bourse pour continuer de capitaliser sans impôt pendant tout le processus de création de richesse ? Moi, je pense que si. On peut se rebeller contre le système ou alors voir comment est le système, comment est le jeu et jouer selon le jeu. Je voulais dire un petit mot aussi sur favoriser les bulles d'endettement avec les taux bas pour encourager l'effet de levier, sans faire de complotisme, mais parfois j'ai l'impression que en IMO, c'est ce qu'on a vécu. On a eu des crédits à 1%. Donc les investisseurs particuliers, dont moi et dont beaucoup de gens, la plupart d'entre vous qui écoutent ce podcast, se sont rués sur le fait de rénover de l'immobilier. Et aujourd'hui, donc le parc immobilier français a été rénové par les privés. Et aujourd'hui, on nous remonte les taxes foncières, les taxes d'habitation, les impôts on nous enlève l'amortissement sur le LMNP. Et en fait, une fois qu'on s'est bien endetté, on vient un peu refermer le piège. Donc la base de tout ça, ça serait déjà de libérer le travail et de le détaxer. Mais je pense que le projet de l'État, qu'ils ont demandé à ChatGPT aussi pour mettre en place ce plan, j'ai l'impression que ce n'est pas celui-ci. Point numéro 7, ça j'aime bien aussi, déstructurer la famille et la transmission. Tu vis ta vie, ne pense pas à transmettre, décourager la propriété privée, la transmission patrimoniale, la prévoyance, rendre l'héritage moralement suspect. C'est injuste, c'est de la chance. Complexifier le droit de succession au point que transmettre devient un casse-tête fiscal. Et on se rend compte aussi de tout ça, hein. Je le vois avec cette mentalité dont je parlais un peu dans le début du podcast, qui arrive de plus en plus, cette mentalité après moi le déluge, quoi. La mentalité LFI, pendant 1 an, on prend tout aux riches, on prend tout, au-delà de 12 millions d'héritage, on prend tout, au-delà de 400 000 euros de revenus, on prend tout, taxe Zuckman, on prend tout, sur les flux, on prend tout, sur le patrimoine, on prend tout, on redistribue tout à tout le monde une fois, et puis derrière, il n'y a plus rien. Voilà, ça nous paye 1 an de frais de fonctionnement de l'État et après, c'est terminé. On le voit, hein, même si on saisissait la fortune d'Elon Musk, ça payerait 1 année de retraite. Top. Même si on saisissait l'ensemble de la capitalisation d'or du monde entier, ça payerait 5 ans de retraite. Donc on se rend compte qu'on ne peut pas avoir cette logique-là de la retraite par répartition. Je prends à Pierre pour donner à Paul, mais qu'il faut utiliser ce capital. La poule aux œufs d'or, il faut la nourrir au grain pour prendre ses œufs. Il ne faut pas la buter. Et ça, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Il y a vraiment cette mentalité après moi le déluge. Et je me dis parfois, heureusement que tout ça est contre nature et par essence même, un jour on va toucher le fond et puis il y aura un homme ou une femme providentielle qui arrivera, comme c'est toujours arrivé dans l'histoire, et qui donnera un nouveau souffle. Heureusement que c'est contre nature parce que je sais que ça ne durera pas. Et pourquoi je dis que c'est contre nature ? Parce que l'homme et la femme, bien entendu, par leur pouvoir de transmission, leur pouvoir créateur, de donner la vie, de continuer le monde en faisant des enfants, on n'a jamais pensé comme ça. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de faire un enfant puis de le poser dans la nature et dire maintenant démerde-toi, je te donne rien. L'héritage, c'est mal, donc
Le lait et les couches, je les ai payés avec mon argent. Si je te les donne, c'est un peu comme si tu héritais de lait ou si tu héritais d'une couche. Donc, je ne vais pas te le donner. Si on pousse ce raisonnement jusqu'à l'absurde, c'est n'importe quoi. Et je me dis, heureusement que nos ancêtres n'ont pas eu cette mentalité-là, que dans la campagne, on héritait de la maison familiale, de père en fils, à l'époque, une époque lointaine, je parle, hein. Mais pour ne pas repartir de zéro à chaque génération. Et heureusement que nous, on n'est pas reparti de zéro à chaque génération. Sinon, ça veut dire que la belle collégiale de ma ville, qui a 800 ans, on la rase chaque année, chaque génération, tous les 30 ans, et on la reconstruit. Ça n'a aucun sens. Et l'homme a en lui ce pouvoir créateur de donner la vie, l'homme et la femme, bien entendu, de continuer le monde. Et donc, en nous, on a cette notion d'héritage qui soit matériel, bien entendu, financier, mais surtout spirituel, d'éducation. Et j'ai l'impression que le projet du diable est en place parce que petit à petit, on y arrive un peu, hein, sur la transmission surtout. Petit à petit, tes biens immobiliers t'appartiennent de moins en moins. Quand on voit que là, sur un de mes biens, j'ai une taxe foncière, elle représente 2 mois de loyer. Donc, à un moment, quand est-ce que ça s'arrête, quoi ? Mais j'ai l'impression que ça vient petit à petit comme ça. Et surtout avec les débats qu'on apporte petit à petit aussi dans le comment dirais-je, en société, avec, je crois que c'est Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, qui a dit qu'elle jugeait l'héritage malsain, en disant que ça tombe du ciel. Mais qu'est-ce qui tombe du ciel, si ce n'est sa rémunération à 30 000 balles par mois ? Elle prend 360 000 par an, donc ça c'est à peu près salaire et les enveloppes non taxées, puis après elle a encore d'autres enveloppes sur justificatif. Ça tombe du ciel, et ça devrait pas arriver. Qui gagne 30 000 euros en France ? Même des entrepreneurs. Qui arrive à prendre un salaire pareil sans être... c'est une exception, c'est ce que je veux dire. Et là, ces gens-là vivent là-dessus et vont juger l'héritage malsain en disant qu'il tombe du ciel et inviter à se questionner sur l'héritage. C'est incroyable de voir que sur de l'argent qu'on a réussi à économiser, à mettre de côté toute sa vie, sur lequel on a payé tous les impôts et toutes les charges possibles, on ne peut même pas en faire ce qu'on veut au moment de sa mort et le léguer à qui on veut. Mais bon, heureusement pour donner un peu d'espoir, je pense que on va trop loin au bout du non-sens. Et au bout d'un moment, ce qui n'a pas de sens n'est pas destiné à durer des années et des années. Ça finira par s'arrêter. Puisque, je ne sais plus où j'ai vu cette phrase, mais je l'aime beaucoup, ça ne me revient pas, mais qui dit qu'on peut nier le réel, mais on ne peut pas nier les conséquences d'avoir ignoré le réel. Et là, en ce moment, on a des gouvernements, une idéologie qui nie le réel, mais un jour, le fait de nier le réel, ils se heurteront aux conséquences d'avoir nié ce réel. Et là, ces conséquences-là, ce sera une faillite, par exemple. Ils ne pourront plus les nier. Point numéro 8, détourner l'énergie de la jeunesse. Focalise-toi sur ton image, ton lifestyle, ton identité, pas ton avenir. Canaliser l'attention vers des combats secondaires ou identitaires plutôt que vers l'indépendance économique. Rendre l'effort suspect. Travailler dur, c'est être un esclave du système. Valoriser les apparences plutôt que les compétences. Et j'ai l'impression, mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais qu'il y a une véritable fracture dans la jeunesse. Je le vois, hein, j'ai des jeunes qui me suivent sur le podcast d'Une vie de liberté et sur le podcast des Gentlemen. Je l'ai surtout vu sur les Gentlemen parce que récemment, on a fait un sondage et j'ai des lycéens qui me suivent sur le podcast, des lycéens qui ont pu discuter un peu avec Hello, répondre à quelques questions. Et je me dis, c'est fou d'avoir 16 ans, 17 ans et déjà d'être intéressé par ce qu'on fait. Et j'ai pu en rencontrer quelques-uns d'ailleurs. Et j'ai même des collégiens qui vont venir en stage. Je pense qu'on va rigoler. Si les parents nous laissent le droit de faire quelques stories Instagram, je pense qu'on va rigoler. On devrait passer des bons moments. Mais j'ai 2 collégiens qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui vont venir avec nous pour leur stage de 3e. Donc, je vois une vraie fracture dans la jeunesse. C'est ce que je veux dire. Il y a une part des jeunes qui est déter, qui a envie d'avancer, qui a envie d'entreprendre, qui est matrixé à ça. Et on peut le voir, hein, comme Mika. Mika qui a fait la formation Amazon avec Yann, son associé. Mika qui a 21 ou 22 ans, que j'ai rencontré quand il avait 20 ans, et qui est un démon du business depuis qu'il a 15 ans, 16 ans. Et de l'autre côté, à côté de ça, des jeunes qui ont déjà abandonné. Je me souviens d'une fois où j'avais amené ma plus jeune fille en Porsche à son collège, et ses copains lui avaient dit « Wow, ton père, il a une voiture qu'on ne pourra jamais se payer ». Et je me dis, c'est trop triste d'avoir déjà abandonné
alors qu'on a seulement 12 ans, et de se dire si ça nous plaît qu'on l'aura jamais, alors que c'est à cet âge-là qu'on doit dire mais plus tard j'aurai 10 Porsche, 8 Ferrari, et qu'on doit rêver. Donc peut-être que ce plan est à l'œuvre, mais une fois de plus, pas pour tout le monde. Ça dépend sur quoi on veut mettre son attention et où on focalise sa perception. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a de plus en plus de fractures entre ces deux jeunes que je vois. Point numéro 9, dérégler les incitations. Travail, mais sans objectif clair. Brouiller le lien entre effort et récompense, inflation, fiscalité mouvante, prime court-termiste. Faire croire que la réussite dépend de la chance ou du piston, pas du mérite. Résultat, plus personne ne sait pourquoi il bosse, l'énergie collective s'éteint. Et je pense que je voulais partager sur ce thread Facebook que j'ai vu, il y a une véritable croyance en France qu'on peut plus s'enrichir en partant de rien, que c'est pas possible. Et pourtant, je vous garantis que pour continuer les parenthèses indépendance, pour continuer ce qu'on fait, et pour voir des gens qu'on a eu à la parenthèse il y a 2-3 ans, pour voir des gens qu'on a eu en J'irai investir chez vous il y a 5 ans, je vois des gens s'enrichir. J'ai notamment un coaché, je vais préserver son anonymat, mais il se reconnaîtra, ou quand j'avais partagé il n'y a pas longtemps, j'avais fait un peu de flex sur Insta, on a fait une très belle journée de bourse et j'ai dit que j'avais pris 1 an de mon ancien salaire en un jour. Et lui m'écrit en me disant « Tony, j'ai pris 1 mois de mon ancien salaire en une journée. » Et j'ai trouvé ça dingue. Bien sûr, il est plus jeune que moi, mais il a tellement avancé qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne se destinait pas à ça au départ, qui a énormément travaillé et qui avance à pas de géant. Et je me dis, c'est fou. Et il m'a dit, c'est magique de voir qu'en une journée de bourse, sans rien faire, j'ai pris une journée de mon salaire. Et voilà comment ça fonctionne. Et voilà comment on peut s'enrichir. Et au fur et à mesure, et puis dans quelques mois, ce sera en une journée, prendre 2 jours, dans quelques années, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, en une journée, prendre 2 mois de salaire, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est magique. Donc, bien sûr qu'on peut s'enrichir en partant de rien, mais par contre, je pense que c'est compliqué aujourd'hui de devenir riche en étant salarié. Et c'est pour ça que le travail est découragé. Parce que la personne dont je parle, par exemple, il est toujours salarié, mais à côté de ça, il est devenu investisseur. Il a investi massivement dans l'immobilier. Il est devenu entrepreneur avec une conciergerie. C'est quelqu'un qui bosse énormément. Et je pense que malheureusement, le travail classique, au sens classique du terme, comme moi qui étais ingénieur, si j'avais cru à ça, je trouverais un boulot d'ingénieur. Alors j'aurais pu partir en Suisse, mais je vais parler d'un boulot d'ingénieur en France. 1 841 € mon premier salaire. Oui, si je me contente de ça et que je ne fais absolument rien à côté, un ingénieur, il y a 30 ans ou 40 ans, il aura peut-être extrêmement bien gagné sa vie et eu une vie de classe moyenne supérieure. Aujourd'hui, c'est plus compliqué et je pense que le travail classique paye plus comme avant. Et ça, plus tôt on l'a compris, plus tôt on va jouer selon les nouvelles règles, plus tôt on s'enrichira, même si c'est contre nature et que c'est révoltant qu'en France, on ne puisse pas vivre dignement, en tout cas au sens où j'entends faire ce qu'on veut, juste avec son salaire et qu'on soit obligé à côté d'investir, de travailler, de faire de l'immobilier, de capitaliser. Mais voilà, on peut soit se rebeller, soit décider que les règles elles sont comme ça et jouer selon les nouvelles règles du jeu. Et bien sûr qu'on peut s'enrichir en partant de rien. On peut vraiment choisir de vivre dans la réalité à laquelle on a envie de croire. Point numéro 10, asphyxier l'esprit d'entreprise. Entreprendre, trop risqué, trop compliqué. Empiler les normes, les taxes, la paperasse pour dissuader la création de valeur réelle. Décourager la prise d'initiative, mieux vaut obéir que bâtir. Transformer les entrepreneurs en suspects fiscaux plutôt qu'en moteurs de prospérité. Personnellement, j'ai toujours eu comme vision l'entrepreneuriat et pas le salariat. Pour moi, c'était le salariat qui n'était pas la norme. Alors oui, j'ai eu un grand-père qui était entrepreneur, un père qui était entrepreneur. Bien sûr, j'ai travaillé en tant que salarié pendant toutes mes études, quand je vivais en Écosse, dans mon premier travail. Mais je savais qu'à terme, je voulais devenir entrepreneur, que je ne resterais pas salarié. Et d'ailleurs, dans mes boulots salariés, tant que c'était des boulots d'étudiants, ça s'est toujours très bien passé. Mais mon premier vrai travail, quand j'ai bossé chez Rockwool, dans le Puy-de-Dôme, ça a été quand même compliqué. J'avais un peu de mal avec l'autorité. Et c'est triste, mais pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant et le taux de taxation, finalement, le salariat, attention à ce que je vais dire, ce n'est pas une critique
des gens qui sont salariés, bien entendu. Mais finalement, le salariat, c'est peut-être la pire façon de gagner sa vie aujourd'hui parce que c'est la plus taxée. Et bien entendu, c'est pas normal. C'est pas normal, ça ne devrait pas être comme ça. Mais c'est comme ça. Et le but des gouvernements, c'est de semer la zizanie en disant « bah oui, vous êtes énormément taxés parce que les riches ne le sont pas assez ». Mais non, parce que croyez-moi, quand vous aurez fait de l'immobilier et de la bourse, vous n'aurez pas envie d'être taxé. Le problème, c'est pas la bourse et l'immobilier qui sont pas assez taxés. C'est le salariat qui est trop taxé, qui est beaucoup trop taxé. Et le véritable problème, c'est le train de vie de l'État. C'est tous ces gens qu'on paye 30 000 euros pour nous expliquer que l'héritage est malsain. Et c'est là où il faut venir réduire ce train de vie de l'État qui est obèse et qui a un appétit, qui avale absolument tout, comme une supernova, quoi. Pour ceux qui ont fait de l'astrophysique, c'est un appétit qui est tellement vorace, c'est en train de tout avaler jusqu'à ce que ça explose. Et donc voilà, et on essaye aussi de décourager d'entreprendre, justement, de sortir du salariat et d'entreprendre avec de la paperasse, avec tout ça. Et nous, on n'y fait pas exception. Aujourd'hui, j'essaye de limiter mon temps de paperasse le plus possible, de faire le strict minimum, d'en déléguer énormément. Mais parce que je sais que remplir de la paperasse, c'est pas produire. C'est pour moi le pire détournement de l'entrepreneur, d'avoir passé une journée à chercher une erreur dans la compta, ou une journée à chercher des petits tickets de comptabilité, des choses comme ça, ou une journée à remplir des documents administratifs. Et c'est vraiment le pire détournement de l'entrepreneur, au sens de dériver, comme dans Plus malin que le diable avec Napoléon Hill, ce sens de faire dériver l'esprit. Et on fait aussi dériver l'esprit des gens en leur disant que l'entrepreneur, c'est plus vu comme un créateur de richesse, mais comme un voleur. Et c'est tout le contraire. C'est l'entrepreneur qui se fait voler par l'État sur sa création de richesse, sur ce qu'il va produire. Et en plus, c'est eux qui ont leur dernier mot à dire, alors que c'est les entrepreneurs qui payent des impôts et qui font tourner ce pays. Le point numéro 11, l'avant-dernier, effacer la culture du patrimoine. L'argent, c'est sale, la réussite, c'est suspect. Dénigrer la propriété, la transmission, dénigrer la capitalisation, glorifier la dépense et l'instant, faire oublier que posséder, c'est aussi être libre. Quand la réussite devient honteuse, plus personne n'ose prospérer. Mission accomplie. Et oui, la réussite, c'est suspect, tout un programme. Et moi, je pourrais en parler, mais j'ai eu une réflexion de quelqu'un qui a juste vu les photos de mes bureaux et qui m'a dit en premier « Oh là là, ça ne doit pas payer tout son URSSAF, là, ça ne doit pas payer tous ses impôts. » Et c'est la première réflexion que les gens ont, plutôt que de se dire, que certaines personnes ont, bien entendu, mais plutôt que de se dire « Waouh, comment t'as fait ? Waouh, c'est génial, waouh, je suis content pour toi. » Le premier réflexe, et c'est pas quelqu'un de méchant, bien entendu, mais son premier réflexe, quand même, c'est de dire ça, de dire « Ah là, c'est suspect, t'as pas dû payer ton URSSAF. » Si, t'inquiète, j'en ai même payé beaucoup. Ce ne serait pas cette Ferrari et cette Porsche que j'avais si je n'avais pas payé mon URSSAF. Je l'aurais quand même, mais des modèles peut-être pas forcément plus récents, mais peut-être encore d'autres modèles qui me font encore plus rêver. Enfin bref, c'est juste pour dire que quand certaines personnes voient la réussite, leur premier réflexe, c'est pas « Ouah, bravo à lui, ouah, comment ils ont fait », mais c'est « Ouah, il a dû frauder ». Et au final, je me rends compte que tout est fait pour nous maintenir dans cet état d'esprit-là. Alors, est-ce que c'est le diable ? Est-ce que les choses qu'aurait prédit ChatGPT si le diable était aux commandes sont réellement en train de se passer ? Mais effectivement, d'un côté, on va avoir cette image que la réussite, c'est sale, c'est suspect, et de l'autre côté, un véritable encouragement à dépenser tout de suite, maintenant, et à nous maintenir dans cette rat race où la rat race, c'est ça, c'est en même temps que votre niveau de vie, que votre salaire va augmenter, votre niveau de vie va augmenter en même temps. L'inflation du niveau de vie en même temps que l'inflation des revenus. Et ça, il faut y faire hyper attention parce que posséder et procéder, même j'ai envie de dire de la façon dont on le fait, finalement, il y a si peu de personnes qui le comprennent. Moi, j'ai un niveau de vie aujourd'hui qui est bien inférieur à mon patrimoine et qui est bien inférieur à ce que je gagne. Mais parce qu'aujourd'hui, je vis avec les intérêts de ce que produit mon patrimoine. Et voilà, il y a plein de gens qui disent « Ah, mais si tu as des millions, wow, tout ce que tu pourrais t'acheter. » Et oui, mais si tu fais ça, tu tues la poule aux œufs d'or. Et moi, ce que je veux pas, c'est une possession qui m'emprisonne. C'est avoir justement, comme on l'a vu,
le gros patrimoine ou les grosses dépenses avec des flux financiers qui sont faibles en contrepartie. Et ça, c'est de la possession qui t'emprisonne, alors que la façon dont on procède, la façon dont on le fait sur une vie de liberté, sur les gentlemen investisseurs, c'est une possession qui te rend libre, c'est pas une possession qui t'emprisonne. Mais c'est toujours facile de basculer du mauvais côté et il faut faire très attention aux tentations en permanence parce que même quand on est bien éduqué, les tentations, elles sont toujours là. Et le 12e conseil, j'ai envie de dire, ce n'est pas des conseils, mais la 12e directive de ChatGPT, s'il était le diable et qu'il voulait maintenir les générations futures dans la pauvreté, il leur ferait croire qu'ils sont libres. Tu es libre de tout choisir, sauf le système dans lequel tu évolues. Maintenir l'illusion du choix dans un cadre verrouillé. École, travail, consommation, retraite. Rendre toute tentative d'émancipation marginale, risquée, voire ridicule. Faire croire qu'être propriétaire, libre financièrement ou autonome est réservé à une élite inaccessible. Si je voulais vraiment ruiner les générations futures en douceur, je ne le ferais pas avec des chaînes visibles. Je le ferais avec le confort, l'ignorance, la peur de manquer et l'illusion du progrès. Et là, on rejoint véritablement Napoléon Hill et le livre Plus malin que le diable, où on voit à quel point le diable de Napoléon Hill va jouer sur nos peurs. Et on voit à quel point aussi l'État nous fait croire qu'on est libre, alors que tout ça, c'est un grand cirque. Si je devais prendre par exemple le système des élections, où finalement chaque parti se couvre pour se nourrir sur la bête. Il y avait 50 nuances de grès en livre. Nous, c'est 50 nuances de gauchisme. Peu importe de quel bord ils sont toujours pour plus de dépenses étatiques, plus de collectivisme, plus d'impôts. Donc, finalement, plus de communisme. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que je vous invite à regarder sur YouTube à l'occasion, si vous le voulez. C'est à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, si je ne dis pas de bêtises, une vidéo de Jean-Luc Mélenchon qui prend un café tranquille avec Rachida Dati. Je pense qu'on ne peut pas faire plus opposé que d'un côté Mélenchon et de l'autre côté Dati de l'autre. Et pourtant, ils se prennent un petit café avant la session ensemble. Et c'est extrêmement cordial. Ils sont très, très bien. Et ils badinent, ils rigolent ensemble. Et tout va bien. Et c'est vraiment une grande pièce de théâtre où on vous joue des ennemis sur scène. Et puis derrière, une fois que le rideau est tiré, tout le monde prend des cafés ensemble. En tout cas, cette vidéo-là, c'est vraiment la sensation qu'elle m'a donnée. Et au final, on se rend compte aussi que la façon dont le système est fait, c'est que le confort, la sécurité, au final, c'est le pire ennemi de celui qui va rêver d'émancipation. Un peu comme la grenouille dans l'eau chaude. Elle est dans l'eau chaude et puis petit à petit, la température augmente au fur et à mesure que ça va bouillir. Et la grenouille, elle se fait bouillir sans qu'elle s'en rende compte. Nous, c'est peut-être ce qui se passe en restant dans ce confort, dans cette sécurité, croire qu'on aura une retraite, et puis finalement voir la retraite finalement décalée dans le temps, et puis voir la retraite de ceux qui sont déjà être en train de baisser, et puis se rendre compte que nos impôts vont encore augmenter cette année. On ne se rend pas compte au fur et à mesure qu'on est dans la marmite, et que si on n'investit pas sur soi, et qu'on n'investit pas financièrement dans l'économie réelle dès maintenant, dans l'immobilier, dans la bourse, au fur et à mesure, notre pouvoir d'achat va finir par baisser avec tous les mécanismes qu'on a vus. Et un jour, il sera peut-être trop tard. Et j'ai l'impression d'être aussi un peu la preuve qu'on peut vivre libre dans un monde qui est pourtant si verrouillé, même en restant en France, même sans s'expatrier. Et pour ça, il faut changer sa perception, bien entendu, respecter les règles, mais comprendre les règles pour ne pas se mettre dans l'illégalité. Ça, ce n'est pas le but du tout. Rester dans la légalité, bien entendu, mais comprendre les règles et jouer selon ce jeu. Et c'est vraiment tout le précepte, tout le contenu du livre « How I Found Freedom in an Unfree World » d'Harry Browne, encore un auteur que j'aimais beaucoup. Je vous invite vraiment à lire ce livre. J'ai d'ailleurs David, un des auditeurs du podcast, qui est en train de le traduire en français. Et on pourra en reparler, mais voilà, je sais que David, tu mèneras à bien ton projet jusqu'au bout. Et je pense que tu feras un beau cadeau pour les gens, puisque c'est un livre qui est exceptionnel et qui donne beaucoup d'espoir, justement, quand on voit le monde qui nous entoure. Et on arrive déjà à la conclusion de ce podcast. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que vous aurez passé un bon moment. C'est troublant de voir quand même comme le projet du diable de ChatGPT pour garder les gens pauvres me fait penser à ce qui pourrait se passer actuellement, mais bien entendu, toute ressemblance avec un pays existant serait parfaitement fortuite. Vous vous en doutez bien.
Je vous souhaite une belle semaine, je vous retrouve ici dans 15 jours et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.